raconter de l'histoire. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe de la médiathèque qui maintient la vie de l'un des rares lieux de rencontre intergénérationnelle, comme on dit. Donc Stéphanie, Maria, Olivia, Fabrice et puis Aurélien. Et donc, c'est la 8e fois en 11 ans que je me présente devant le grand jury qui ne m'a toujours pas donné de diplôme. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour j'y aurai droit. Et donc, on commence avec cette étoile, c'est Sirius. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel d'hiver dans la constellation du Grand Chien. On la voit très bien en janvier-février, au début de nuit, vers 21h, à l'horizon sud. Alors déjà, c'est très mal parti pour nous, parce que l'horizon sud, quand on est dans le Cathésie, c'est surtout toutes les éoliennes qui barrent l'horizon entre Busigny et Saint-Martin-Rivière. Alors vous allez me dire, mais attendez, on n'est pas venu pour une conférence sur l'astronomie, et vous aurez raison, mais vous aurez tort en même temps. Pourquoi je vous montre cette étoile? Parce qu'il y a une bonne vingtaine d'années, il y avait une secte, un groupement, disons, philosophique franco-suisseau-canadien, mené par un gourou qui recrutait des personnes au fort pouvoir d'achat et qui avait réussi à persuader ces braves gens, tous diplômés, bien insérés dans la société. Donc ce gourou avait réussi à les persuader qu'en se suicidant ou en se faisant suicider à l'insu de son plein gré, dans les 5 minutes qui suivaient, on se retrouverait sur l'étoile Sirius, où, paraît-il, on mène une vie en gros comparable à celle d'un village du club Méditerranée. Bref, tous ces braves gens s'étaient suicidés. Bon, il y avait aussi des enfants en très bas âge qu'on avait aidés à suicider. Enfin, ça, c'est un autre problème. Alors, tout cela pour vous montrer, c'est une leçon de philosophie, pour vous montrer que nos croyances, nos convictions, nos opinions peuvent quelquefois nous amener à des comportements totalement aberrants. Malheureusement, l'actualité le montre pratiquement tous les jours. Donc maintenant, nous allons quitter le système solaire et nous approcher plutôt du Cambrésis et de ses nombreuses légendes. Alors, pour illustrer le début de mon exposé, j'ai choisi l'abbaye de Vaussales, récemment achetée par le département d'ailleurs, et si vous êtes un historien sérieux, vous direz oui, Saint Bernard est venu vers 1132 pour organiser un groupe de moines cisterciens, etc. Eh bien, tout ça, c'est faux. Parce que je vais vous raconter la vraie histoire de l'abbaye de Vaussales. Donc, nous sommes dans la vallée de l'Escaut, un soir d'automne, sans doute. Enfin, il y a la brume, le paysage est aquatique, comme on dit. Tout est très calme. Il y a du brouillard. Bon, la nuit tombe. On entend des grincements, des roues de charrette. Donc, effectivement, il y a une charrette. On ne sait pas très bien si elle est conduite par des bœufs, des chevaux ou une personne. Enfin bref, une charrette arrive en ferraille, on précise. Elle vient de Carouble, je ne sais pas, c'est pas marqué. Enfin, elle vient de Carouble. Carouble, c'est au nord de Valenciennes. Elle est chargée de matériaux de construction à une époque où on ne trouve plus ni placo-plâtre, ni briques, ni ardoises. La charrette est remplie de matériaux. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais le lendemain matin, l'abbaye de Vaussales est là, telle que vous la voyez. Bon, il reste encore quelques échafaudages, mais l'abbaye de Vaussales est construite. Donc voilà l'une des premières légendes du Cambrésis. Et voilà comment... C'est pratique hein, pour les communes qui ont beaucoup de chantiers en retard. Bon, on veut construire une nouvelle école au Cateau, eh bien, faites appel aux forces occultes, aux êtres du songe, comme on dit. Et puis l'école sera bâtie en 24 heures sans présenter la facture. Alors, comme je le disais tout à l'heure, autrefois, les populations rurales, bon, aujourd'hui on a la sécurité sociale, le RSA, toutes sortes d'associations de solidarité, ce qui fait quand même si vous êtes malade, pauvre et très mal parti dans la vie, vous aurez quand même un parachute social, comme on dit, des prestations qui limitent votre malheur. Autrefois, pas question, quand vous étiez paysan, si vous aviez raté vos récoltes, la famille mourait de faim. Si vous étiez malade, il n'y avait pas de carte vitale, on mourait de la peste, du choléra ou toutes sortes de maladies. Donc, il fallait bien s'organiser, se protéger comme on voulait. C'est comme ça que toutes ces légendes, ces croyances et ces superstitions locales se sont développées. Et en particulier, l'une des traditions que l'on ne trouve pas vraiment dans le Cambrésis, mais qu'on trouve beaucoup en Thiérache et énormément dans les Flandres, et plus généralement dans les pays nordiques,
C'est on construit une maison, et puis la maison c'est quand même ce qu'on a de plus solide pour protéger sa famille, mais il faut la protéger, cette maison, contre toutes sortes de mauvais sorts, etc. Alors il y avait une tradition qui nous vient des pays nordiques, qui consistait, donc on appelle ça des runes, on construisait la maison et avec des briques, vous savez autrefois on fabriquait les briques sur place. Donc l'argile était plus ou moins cuite, donc les briques mal cuites étaient orange, rouge, et puis il y avait des briques surcuites toutes noires. Donc ça permettait de faire des décors. Et oui, vous verrez du soleil, c'est la malédiction des francs-maçons, comme je le dis. Le dernier samedi du mois, quand il y a une conférence à la bibliothèque, quelle que soit la tendance météo, comme en ce moment il y a passage pluvieux sur passage pluvieux, mais non, le samedi, il y a un plein soleil qui nous empêche de voir les images. Je ferme la parenthèse. Donc, je reviens à ces décorations. Donc, les maçons, autrefois, pour protéger des mauvais sorts les maisons, les fermes, les maçons décoraient les murs avec des décors. Alors c'était assez simpliste, c'était des cœurs, c'était des croix, des sortes de huit, etc. Et donc ça s'appelait des runes. C'est un mot d'origine nordique. Donc qui désigne ces dessins censés porter bonheur. Alors il y en avait plusieurs, il y avait les Odal, les Zing, etc. Bon, donc si vous vous intéressez un peu à l'architecture flamande, il y en a énormément dans les Flandres, et toutes ces décorations avaient une signification. Par exemple, il y avait une sorte de huit qui était censée protéger de tous les malheurs, et puis il y avait aussi une croix. La croix de Saint-André, un X, quoi, tout simplement. Et cette croix, on va en reparler tout à l'heure, ce qu'on appelle la croix de Saint-André, ou tout bêtement dans l'alphabet un X, mais c'était aussi la figure préférée, si on peut dire, des sorciers et des sorcières, qui sont très à la mode ces jours-ci. Et donc, ces maisons étaient censées être protégées par tous ces décors, dont maintenant on a totalement oublié la signification, mais qui étaient autrefois très chargés d'importance pour les gens, puisqu'il fallait à tout prix avoir tel ou tel décor pour protéger sa maison. C'est comme maintenant quand on souscrit un contrat d'assurance multirisque. Vous voyez, comme quoi, à chaque époque, bon, peut-être que le contrat multirisque coûte plus cher que les 3 briques qu'on a posées. Ça s'appelle l'inflation. Donc, dans le même esprit, on en trouve au Cateau, ça m'a d'ailleurs surpris, on trouve ce qu'on appelle des nœuds de sorcières. Alors, vous voyez à gauche, c'est un élément de construction, une encre de construction. Vous savez, quand on construit une maison, il y a une poutre maîtresse qui solidarise les deux façades avant et arrière. Et cette poutre, elle est maintenue sur les briques, sur la façade, par des encres de métal, de fonte, d'acier. Et donc, c'est un simple élément technique. C'est comme, je sais pas, comment dire, quand on plante une vis, etc., on met un élément de protection ou un cadre, etc. Eh bien, cette encre, donc cet élément matériel, autrefois, et ça se trouve dans le Cateau, le forgeron, donc on payait le forgeron, il vous fournissait l'encre, mais il prenait soin, avant que le fer ne soit complètement refroidi, de tracer avec une sorte de poinçon, vous voyez, ce qu'on appelle un arbre de vie, c'est-à-dire cette sorte de frise, qui était censé, donc un arbre de vie, qui était censé symboliser vous savez, l'arbre de Jessé, la généalogie du Christ, et donc voilà votre maison protégée pour l'éternité par ce simple dessin qui était facturé par le forgeron. Ça veut dire que le forgeron, enfin le propriétaire de la maison, acceptait de payer une légère surprime pour que le forgeron fasse ce petit dessin sur son encre censé protéger la maison. À droite, vous avez ce qu'on appelle les nœuds de sorcière, alors qui étaient aussi des éléments, des encres, mais vous voyez d'une forme particulière, en forme d'anneau, en forme de U, etc., qui était censé là aussi protéger le bâtiment contre les mauvais sorts. Et alors au Cateau, moi qui connais bien l'histoire du protestantisme local, autrefois, vous avez toujours au Cateau la fontaine Roland, à côté du poste de police,
qui était une fontaine à lavoir, ancienne propriété, copropriété catholique et protestante, qui était autrefois protégée par une muraille sur laquelle se trouvait un nœud de sorcière, comme celui qui est là en bas. Il y en avait même deux. Et puis, dans les années, il y a quelques années, on a restauré le mur, on a rasé l'ancien mur et on a construit un mur de briques. Il n'y a plus d'encre de sorcière. Comme quoi, vous voyez, les sorcières peuvent faire ce qu'elles veulent. Les éléments du folklore ont disparu. Voilà comment les traditions disparaissent. Alors ici, vous avez donc le catho, c'est sur le plan religieux, comment dire, dédié à Saint-Martin. L'église, c'est Saint-Martin, comme énormément d'églises en France. Donc Saint-Martin, vous connaissez un peu l'histoire, c'était un légionnaire romain qui vivait il était d'ailleurs né en Hongrie, en Pannonie, comme on dit, un peu comme Victor Orban, enfin c'est pas un cousin, hein. Mais donc il était légionnaire romain. Et donc, il connaissait l'histoire du manteau, il passe à Amiens avec son grand manteau. Vous savez, l'armée romaine distribuait des grands manteaux, il faisait froid à l'époque. Donc, on avait un très grand manteau, une moitié du manteau appartenait à l'Empire romain et l'autre moitié aux soldats qu'il portait. Donc, Saint-Martin arrive à Amiens, il trouve un SDF qui était peut-être un ancêtre d'Emmanuel Macron, puisqu'il est d'Amiens. Donc, il voit que le SDF a froid, il n'a pas encore reçu son chèque du RSA, ni son chèque énergie. Bref, Saint-Martin coupe son manteau en deux et lui donne la moitié du manteau gallo-romain. On demandera à Astérix ce qu'il en pense. Et là-dessus, il va continuer à faire ses conversions, fonder des monastères, etc. Et donc, il est... évidemment, à l'époque, nous, on voit les moines, les saints, comme en Thiérache, il y a énormément de saints irlandais, ils venaient d'Irlande, c'est sans doute des dissidents de l'Hydra. Vous avez Saint Colomban, etc., Saint Algy, donc des moines missionnaires qui se promenaient dans les campagnes et qui venaient évangéliser les paysans. Alors nous, on dit, bah oui, ils arrivent au village, on leur dit, tiens, installe-toi là, tu vas nous raconter la Bible, etc., les psaumes et tout le tremblement. Non, non, le missionnaire, ou là Saint-Martin, arrivait en terre hostile. Souvent d'ailleurs, on lui coupait la tête avant de lui demander pourquoi il était là. Mais quand il arrivait à discuter un peu avec les paysans, il se heurtait systématiquement aux croyances locales, païennes, etc., qui venaient du fond des âges. Et puis pour que Saint-Martin en l'occurrence, mais le saint missionnaire en général, arrive à convaincre ses futurs convertis, il fallait qu'il fasse des choses extraordinaires. Alors en particulier pour Saint-Martin, il y a d'ailleurs à l'église du Catho un vitrail qui illustre cet épisode. Saint-Martin arrive dans une localité non définie et puis il dit aux paysans païens, cessez d'adorer les idoles, convertissez-vous. Ouais, j'allais dire casse-toi pas. Non. Bon, donc Saint-Martin est invité à ne plus venir embêter les gens. Et puis on lui dit, oui, de toute façon, si ton Dieu est vraiment plus fort que nos idoles païennes, voilà un arbre, on va couper l'arbre, il va tomber sur toi. Et si ton Dieu arrive à être plus fort que nos idoles, l'arbre va se redresser, etc. Et donc Saint-Martin se met sous l'arbre. Et puis effectivement, l'arbre commence à tomber. On se dit, ça y est, c'est fini. Puis d'un seul coup, l'arbre se redresse et tombe de l'autre côté. Bref, tout le monde est converti. Et voilà. Et alors, par des recherches extrêmement ardues, j'ai découvert que c'est pas n'importe où qu'a eu lieu on appelle ça le miracle du pain. Ça aurait eu lieu à Falampin, près de Lille, près de chez nous. Et parce que à l'époque, Saint-Martin s'était dit, tiens, je vais aller voir chez les ch'tis ce qui s'y passe. Et ça tombe bien parce qu'il y avait à la même époque l'empereur d'Allemagne qui lui avait demandé une entrevue diplomatique. Et donc, ils se sont rencontrés. Et puis, sur le chemin, Saint-Martin, qui n'avait rien à faire, s'est dit, tiens, je vais aller convertir les païens de Falampin, etc. Heureusement qu'il n'est pas allé à l'Équin, sinon il aurait reçu quelques avions sur la tronche. Mais vous voyez comme quoi la géographie tient à peu de choses. Alors, toujours à propos d'événements, assez contrariants dans la vie quotidienne, il y avait les innombrables guerres, passages de mercenaires, etc., que j'ai ici illustré par la silhouette d'un moine soldat templier. Vous reconnaissez tous un moine soldat templier. Il a d'ailleurs encore l'épée un peu sanguinolente, ce qui prouve qu'il a participé à des combats très méchants. Et dans ces templiers, donc j'en ai parlé un peu l'année dernière,
Les Templiers, c'était des moines soldats l'ordre des Templiers avait été fondé au XIIe siècle pour libérer le tombeau du Christ en Palestine. Bon, comme déjà à l'époque, il y avait pas mal de combats sur place, les Templiers sont très vite revenus en France, où ils se sont occupés de gérer la fortune du roi de France, et puis à gérer des fermes, des exploitations agricoles nombreuses, dont dans la région, Monsieur Hencar n'est pas là de Mazinguien, mais entre autres, à Mazinguien, il y avait une implantation templière, comme il y en avait un peu partout, à Castres, dans les Flandres, etc. Et donc ces Templiers ont laissé des noms de lieux. On dit donc les Templiers, vous savez, vous avez tous lu Les Rois Maudits, donc ça s'est très mal fini sur le bûcher. Le fondateur des Templiers n'était pas Jeanne d'Arc, mais il est quand même monté sur le bûcher. Et les Templiers ont laissé énormément de souvenirs. Il y a des lieux des Templiers, enfin la tour des Templiers, etc., un peu disséminés dans les campagnes, alors qu'on ne sait pas du tout s'il y a eu vraiment des Templiers, mais vous savez, on prête qu'aux riches. Dès qu'on voit un vieux château, une vieille tour, etc., hop, c'est chez les Templiers. Je vais essayer de ne pas passer les étapes. On va revenir au Cateau plus précisément. Vous avez tous reconnu Saint-Adrien. Alors Saint-Adrien, c'était un saint guérisseur, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, autrefois on n'avait ni carte vitale ni médicaments. Remarquez maintenant, il manque à nouveau des médicaments dans les pharmacies. Peut-être qu'on va revenir au saint guérisseur. Donc Saint-Adrien était très vénéré dans les campagnes, en particulier au Cateau. Il était on le priait pour guérir tout ce qui était les maladies de peau, les ulcères, les furons, etc., qui étaient autrefois très nombreux, en particulier chez les enfants. Donc au Cateau, on avait on a d'ailleurs une ancienne chapelle, j'en parlerai tout à l'heure, qui était dédiée entre autres à Saint-Adrien, et donc Saint-Adrien qui était censé guérir les maladies de peau. On avait aussi Saint-Donat. Alors Saint-Donat, c'était... oui, voilà, oui, vous voyez, vous êtes victime des francs-maçons. Il y a du soleil alors qu'on nous annonce de la pluie et des averses toute la journée. Saint-Donat, c'est là aussi un saint guérisseur qui était vénéré au Cateau pour également guérir toutes sortes de maladies. Et alors Saint-Donat, il a un nom, un prénom, d'origine germanique. Donner en allemand, c'est le tonnerre, qui a donné en anglais thunder. Et Saint-Donat, donc évidemment, dont le nom rappelle en langue germanique, en flamand, etc., le tonnerre, il est évidemment invoqué quand il y a l'orage, et puis on dit pourvu que la foudre ne tombe pas sur la tronche, donc on prie Saint-Donat. Et au Cateau, on a une statuette, une petite niche dans une maison rue des Fusiliers civils, ce qu'on appelle la rue de la Bariolase au Cateau, au numéro 31, vous avez une petite niche où on trouve une statuette de Saint-Donat très naïve, mais donc qui est toujours en place depuis pas mal de temps. Et d'ailleurs, pour vous donner, je suis vraiment marqué par le sort, comme je suis très scrupuleux, il y a quelques semaines, je me suis dit, je vais aller repérer le numéro précis de la maison où se trouve la statue de Saint-Donat. Ce jour-là, il faisait beau, je vais me promener, j'avais pris le kawaii quand même, on ne sait jamais. Et puis, arrivé à l'entrée de la rue en question, je reçois une averse épouvantable. Et puis, vous voyez comme quoi Saint-Donat ne protège pas trop, c'est pas un protecteur à 100% contre les averses d'orage. Alors nous avons aussi, au Cateau, toujours pour rester au Cateau, le Cateau est autrefois une ville très industrielle avec une branche textile, les usines Sédou, d'Alouin, etc., et une branche métallurgique, donc les usines de Grémont, Chappé, Général de Fonderie, etc. Et donc il y avait deux saints patrons de corporation qui étaient Saint-Louis et Saint-Éloi. Donc Saint-Louis qui se fête au mois d'août pour le textile, et Saint-Éloi, monsieur Desmarais, vous pouvez retourner à la maison. Vous voyez, vous me voyez venir.
Saint-Louis ou Saint-Éloi. Voilà, vous avez tout compris à l'avance. Donc, et Saint-Éloi, qui était le saint patron des forgerons, de tous les métiers qui travaillent le fer et le feu. Alors au Cateau, on avait une concurrence, maintenant ça a totalement disparu. Le 1er décembre, au Cateau, c'est un jour comme un autre. Jusqu'aux années 70, c'était une sorte de jour de fête nationale où tous les sidérurgistes, les travailleurs de la ferraille, etc., les garagistes fermaient boutique pour fêter Saint-Éloi. Et puis, nous avons une histoire lamentable. C'est moi qui le dis, hein, monsieur Desmarais, vous pouvez quitter la salle, là, si vous voulez, mais vous n'êtes pas susceptible. Hein. Donc, nous avons, dans un lieu un peu excentré de la ville, je ne vais pas donner l'adresse, une ancienne usine textile, qu'on appelle l'usine d'Allouin, où se trouvait la famille d'Allouin, c'était une famille de l'industrie tourquenoise, je crois, très paternaliste, et qui avait pris soin, quand elle avait aménagé son usine, d'installer une statue de Saint-Louis, donc roi de France, à l'entrée. Donc il y avait une statue dans une niche de Saint-Louis avec sa couronne, ses points, etc. Donc Saint-Louis qui était censé protéger l'usine. Et manque de chance, dans les années 80 à peu près, l'usine textile ferme. Elle est reprise par elle va s'installer une usine de sous-traitance métallique, donc Trémois, qui donc va se dire, on va Saint-Éloi, c'est terminé, chez nous c'est Saint-Louis, c'est terminé, chez nous c'est Saint-Éloi. Alors on va raboter la couronne de Saint-Louis, on va un peu rabibocher les vêtements de Saint-Louis, ça va devenir un Saint-Éloi, puis on va marquer en dessous Saint-Éloi, etc. Donc l'histoire ne s'arrête pas là, donc Saint-Éloi a remplacé Saint-Louis, vite, premier squatter. L'histoire ne se termine pas là parce qu'en 1986-87, le maire du Cateau, c'était Monsieur Labouret. Bon, il y a prescription, hein, c'était il y a 40 ans. Vous savez, les années 80, c'était la première cohabitation avec Chirac. C'était l'époque de Jean-Louis Borloo, de Bernard Tapie, comme un des repreneurs d'entreprise, de Vincent Bolloré, jeune entrepreneur dynamique. Donc c'était une époque où il fallait relancer les traditions, etc., dans les villes et villages de France. Et M. Labouret, qui était très attaché aux traditions, au folklore, avait repéré, route de Basuel, une chapelle de Notre-Dame, à peu près abandonnée. Il s'était dit, on va mettre un Saint-Éloi. Alors en grande cérémonie, un 1er décembre, les pompiers, la chorale, le conseil municipal, les corps constitués, comme on dit, le député, le sénateur, le sous-préfet, tout ce petit monde est venu route de Basuel pour installer la statue de Saint-Éloi. Et puis on a fait une grande fête à Saint-Éloi. Et puis donc c'est un Saint-Éloi à squatter Saint-Louis ou Notre-Dame. Vous savez, c'est un saint comme les coucous. Il ne fait pas son nid, il s'installe dans le nid des copains, quoi. Et donc Gémy, le maire, était complice parce que oui, c'est lui qui est à l'initiative. Et également à Onchy, village tout près du Cateau, vous avez une fontaine Saint-Éloi où autrefois les agriculteurs emmenaient les chevaux pour plus ou moins boire une eau miraculeuse. Bon, vous voyez, Saint-Éloi était donc très important dans le folklore d'autrefois. Alors, tout près du Cateau, nous avons le village de Basuel où se trouve la fontaine Saint-Maurice. Alors, Saint-Maurice, c'était un soldat, là aussi de l'époque romaine, qui, avec le sabot de son cheval, c'est un thème folklorique, on le retrouve aussi à Anglefontaine avec la fontaine Saint-Georges. Vous savez, le saint miraculeux qui, avec le sabot de son cheval, comme Moïse avec le rocher dans le désert, là, on frappe le sol et apparaît une source miraculeuse, donc la fontaine Saint-Maurice, qui est bien sûr censée guérir toutes sortes de maladies. Je crois que c'est les maladies oculaires à Saint-Maurice, enfin aussi les autres. On va reparler des maladies des yeux. Si vous avez des lunettes, vous pouvez tout remballer parce qu'on va tout guérir sur place. Donc Saint-Maurice est vénéré à Basuel. Alors malheureusement, moi j'ai connu il y a une 50aine d'années la chapelle qui est installée dans la campagne, entourée d'arbres. C'est un endroit un peu, pas mystérieux, mais un peu sombre, secret. Puis après, pour des raisons sanitaires, sans doute, on a rasé les arbres, ce qui fait que maintenant la chapelle se dresse toute seule au milieu de ce qu'on appelle en géographie un open field, un paysage tout nu, et donc ça a perdu beaucoup de son charme. Alors ici, je vais vous parler des lunettes, remballez tout. Si vous avez un contrat chez Optique 2000, là, c'est plus la peine. Voici, alors là, c'est extraordinaire, j'ai fait des
Sainte-Maxélande, voilà, je cherchais son nom. Sainte-Maxélande, qui était donc dont la chasse, les reliques sont aujourd'hui à Caudry, mais elles étaient au Cateau, les Caudrésiens. Les Caudrésiens ont racheté contre une somme de 30 deniers, comme dirait l'autre. À une époque, les Caudrésiens ont racheté les reliques de Sainte-Maxélande, à une époque où la ville du Cateau avait besoin d'énormément d'argent, donc on lui a dit, tiens, voilà, je sais pas, maintenant ce serait 200, 300 euros. Oui, Fabrice, je vois qu'il y en a un qui écoute, ils n'ont pas le droit. Donc, on rachète les Caudrésiens rachètent les reliques de Sainte-Maxélande, qui s'est retrouvée à Caudry. Alors, Sainte-Maxélande, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, en gros, c'était une princesse, ça se passe à l'époque mérovingienne, vers les années 600-700. Donc, c'est l'époque des rois fainéants, l'époque du roi Dagobert qui ne savait pas mettre son pantalon dans le bon sens, etc. Bref, une époque extrêmement troublée sur le plan historique. Et grâce à mes bonnes relations avec les meilleurs professeurs du Collège de France, on m'a donné un manuscrit en un seul exemplaire que l'on m'a confié, qui est actuellement bien protégé dans ma cave entre des taches d'humidité et puis des petites souris venues du jardin qui sont en train de grignoter le papier. Donc on m'a donné un manuscrit secret dont vous allez avoir l'exclusivité, c'est la vraie chronique de la mort j'allais dire la résurrection de Sainte-Maxélande. Donc tout ça d'après des vieux manuscrits de l'époque. Donc nous sommes le 13 novembre 670, donc ça fait un petit moment. Maxélande, fille d'Imlinus, son papa s'appelait Imlinus, si vous avez un petit bébé à baptiser, vous cherchez un prénom original, Imlinus. Plus, comme dirait Fabrice, c'est un prénom du Caudrésie. Donc fille d'Imlinus, qui est le seigneur de Caudry, pêche à la truite à Saint-Souplé, sur les bords de la Selle. Donc, vous voyez, oui, parce que c'était une fille de prince. Donc, vous savez, les filles du peuple, elles allaient travailler à l'usine. Tandis que les filles de prince, elles avaient des loisirs. Donc, Sainte-Maxélande se dit, je vais aller pêcher, c'est un loisir écologique. Elle se retrouve donc à Saint-Souplé, au bord de la Selle. Passe par là, justement, le fils du seigneur de Solesmes, un dénommé Ardouin d'Amerval, donc un fils de prince, quoi, c'est un peu comme le prince Harry, oui, vous savez, un peu capricieux, on cède à tous ses désirs, donc un peu mal élevé, puis bon, enfin, pas très fréquentable le gaillard. Donc Ardouin d'Amerval. D'ailleurs, Amerval, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un hameau complètement paumé dans la campagne entre Solesmes et le Cateau, mais qui est le siège, enfin le berceau d'origine d'une grande famille de l'aristocratie française qui est aujourd'hui disparue, il n'y a plus de descendants. Mais quand vous cherchez dans les chroniques des archives, on trouve un borgne d'Amerval, un bâtard d'Amerval. Bon, c'était des gens assez connus, assez batailleurs. Si vous allez d'ailleurs à Nancy, vous avez une rue d'Amerval. Donc, le fils du seigneur de Solesmes, donc le dénommé Ardouin d'Amerval, se promène non loin de là. En fait, il guette le gibier dans les buissons proches du village. Il allait à la chasse. Arrivé au bord de la rivière, il salue la jeune Maxélande, parce qu'il est quand même bien élevé, quoi. Bonjour, jeune princesse, quels sont vos projets d'avenir? Alors, Maxélande lui dit bonjour, monseigneur, elle est polie. Il lui dit je vais entrer au couvent et me faire bonne sœur. Alors, Ardouin, qui sait parler aux filles, lui fait remarquer que ce genre de projet n'est pas vraiment, ne lui est pas favorable. Il lui dit donc très poliment, espèce d'andouille, tu vas venir avec moi et vite et tu vas te marier. Alors Maxélande, qui est une fille de prince, donc elle ne se laisse pas démonter par le premier imbécile venu, elle lui dit ah non seigneur, que nenni, je vais maintenir mes projets d'avenir, je vais donc d'ailleurs de ce pas, j'abandonne mes poissons et ma canne à pêche, je m'en vais donc de ce pas au couvent pour me faire bonne sœur. Alors furieux, Ardouin, oui, c'est un fils de prince, c'est comme, encore une fois, le jeune Harry, il est un peu, sanguin, disons, de caractère. Il sort son Scramazax. Alors le Scramazax, vous pouvez noter le mot, c'est pour le Scrabble, là, ce qui est pratique. Donc j'ai pas fait de dessin, c'est une épée, enfin c'est une arme, vous savez, les mérovingiens se promenaient tous avec une arme. D'ailleurs, ils se faisaient enterrer avec, c'est pratique, les archéologues sont très contents. Dès qu'ils trouvent une tombe avec un Scramazax, ils savent que c'est un mérovingien. Donc Ardouin sort son Scramazax, donc c'est une arme plus grande qu'un poignard et plus petite qu'une épée, c'est entre les deux, quoi. C'est comme les trois ours, il y a le petit, le moyen et le grand.
Il sort son Scramazax et puis donc il en frappe la pauvre Maxélande qui passe très vite de vie à trépas. Ça s'appelle un féminicide, mais à l'époque on n'en parlait pas. Donc Maxélande va mourir et à ce moment-là, Ardouin devient aveugle. Donc il se rend compte à ce moment-là qu'il a peut-être fait une bêtise. Donc il appelle au secours son ami, un dénommé Alan Dafleux-Méchanloup, un spécialiste de la vision, qui vient le voir, mais il lui dit désolé, je peux rien faire pour toi. Alors du coup, Ardouin se dit ah bon, j'ai dû quand même faire une grosse bêtise, j'ai resté aveugle toute ma vie. Mais Maxélande, qui avait bon cœur, se rend compte que son meurtrier, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'emprise. Les femmes battues, finalement, portent pas plainte contre leur agresseur. Elles le trouvent quand même très sympathique. Donc Maxélande, c'est le cas. Elle trouve quand même que même si elle s'est fait trucider par Ardouin, il faut quand même venir en aide à ce pauvre garçon dans le besoin. Donc elle va lui rendre la vue. Ça s'appelle un miracle. Donc vous voyez ici cette illustration, c'est une statue dans une église. Donc Maxélande rend la vue à Ardouin qui lui dit excuse-moi ma pauvre fille, j'ai fait des bêtises, mais c'est pas de ma faute, mon papa ne m'a pas élevé, c'était un sauvageon quoi, comme on dit maintenant. Donc, et la voilà donc devenue aussitôt Black Boulet, sainte patronne des maladies des yeux et accessoirement d'optique de mide et d'Alain Flelou. Donc, la vraie chronique de Sainte-Maxélande. Alors, donc, après la Révolution, les habitants de Caudry nous ont donc pris les reliques de Sainte-Maxélande, qui devraient être au Cateau, mais l'absence de Sainte-Maxélande ne nous empêche pas d'avoir toute une liste d'autres saints guérisseurs, dont je vais continuer à parler, puisque sinon on va arriver à 14h sans s'en rendre compte. Donc on est arrivé à Maxélande, on a d'autres saints guérisseurs dans la région. Ici vous reconnaissez les deux tours du château de Busigny, qui comme tous les châteaux sont hantés, il y a un fantôme à chaque étage. Moi j'ai connu le château entier, enfin il était en ruine dans les années 70, avant qu'il soit détruit, il appartenait à une grande famille de la parfumerie française, qui sans doute l'avait délaissé, donc on a rasé le bâtiment, on a laissé les deux tours qui servent de pigeonniers, enfin qui servaient de pigeonniers. Et donc Saint-Médard est vénéré à Busigny. Donc si vous connaissez un peu Busigny, vous avez très à l'écart au nord de Busigny, entre Busigny et puis la MNRS, vous avez le bois, ce qu'on appelle le bois de Saint-Urbain. Il y a un chemin non carrossable d'ailleurs qui mène à une petite chapelle où se trouvait autrefois une source. Bon, malheureusement, avec les fourrages industriels, il n'y a plus d'eau dans la source. C'est ça les miracles. Donc, Saint-Médard est était vénéré à Busigny, où on amenait là aussi les bébés souffreteux pour se faire guérir. Et donc là, le pèlerinage avait disparu. Il a été relancé il y a une dizaine d'années par une association locale. Et pour la petite histoire, il y avait une plante qui poussait, une plante mystérieuse, enfin mystérieuse, même Lucien Durin ne savait pas ce que c'était, une plante qui produisait. Donc Saint-Médard était fêté au mois de mai, puisque maintenant on l'a changé de date au calendrier. Mais donc il y avait une plante à cette époque-là qui poussait à Busigny, qu'on appelait la laine de Saint-Médard. C'était une plante, une sorte de chardon, qui produisait des graines accompagnées d'une sorte de duvet. Donc, vu de loin, c'était de la laine. Donc, on appelait ça la laine de Saint-Urbain, qui était censée avoir des pouvoirs magiques. On avait aussi, donc, évidemment... donc c'était Saint-Urbain plutôt. Saint-Urbain, oui, je confonds. Saint-Médard est aussi vénéré à Busigny, mais c'était la fontaine Saint-Urbain. Oui. Saint-Urbain, qui, comme son nom l'indique, ça commence par un U, mais comme on dit Saint-Urbain, c'est le patron des travailleurs, parce que tous les matins, on voit au turbin. Je n'invente rien. Hein. Vous savez, les affectations des saints se font souvent de façon tout à fait triviale. Vous savez, par exemple, le Saint-Cloud, il est vénéré contre les furoncles, parce que un clou, un furoncle, etc. Bon, il y a d'autres affectations tout aussi surprenantes. Donc Saint-Urbain et Saint-Médard, ne confondons pas. On a aussi, plus surprenant, Saint-Sard, qui était un saint local de la région de Douai, qui était, allez savoir pourquoi, qui avait laissé quelques reliques au Cateau, qui y sont toujours, paraît-il, je ne sais pas dans quelle cave elles sont conservées. Donc Saint-Sard, qui était aussi un plus ou moins miraculeux, mais très, très peu connu. Ensuite, alors là, le morceau de bravoure, j'en parlais tout à l'heure, Saint-Guilain.
Alors Saint-Guilain, qui est un saint vénéré à Mons, donc il y a deux pèlerinages, enfin, il y avait deux pèlerinages à Saint-Guilain, à Mons, qu'on appelait le Grand Saint-Guilain, et au Cateau, où se trouvait le Petit Saint-Guilain. Alors Saint-Guilain, c'était un saint protecteur qui était vénéré pour favoriser la fécondité. Alors je vais en parler, c'est un peu un sujet philosophique. Au Cateau, comme dans beaucoup de villes rurales, l'une des angoisses des femmes autrefois, c'était de ne pas avoir d'enfants. Donc, quand la nature ne vous accordait pas, j'ai jamais compris pourquoi l'humanité avait besoin d'avoir des bébés. Vous savez, c'est surtout en période de crise, de guerre, etc., que l'on fabrique des bébés. C'est très curieux, mais c'est un. Oui, merci. Merci. C'est tout à fait logique, c'est une façon de reproduire l'espèce. Vous savez que le fameux baby boom qui est censé avoir suivi la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1943, à une époque où la France ne savait même pas dans quel état elle serait 30 ans après, quoi. Mais non, c'est à cette époque-là que les Français ont fabriqué des bébés. Donc autrefois, les problèmes de fécondité étaient assez fréquents, et donc évidemment on se tournait vers un saint guérisseur pour avoir des bébés. Et donc au Cateau, c'était Saint-Guilain. Alors, comment dire, il n'y a pas d'enfants dans la salle, parce que ce que je vais raconter est un peu olé olé. Donc je vais vous expliquer un peu la méthode, travaux pratiques. Il n'y a pas d'illustration parce que c'est, comment dire, c'est interdit au moins de 18 ans, puis c'est un peu choquant. Voilà, donc on a, au Cateau, on allait, quand on voulait des bébés, enfin les femmes allaient à la fontaine, excusez-moi, je ne suis pas grossier, hein, à la fontaine Mouillecon. Où on se. Enfin bref, alors il y avait une pratique, donc c'était une chapelle. Maintenant il reste encore un pan de mur dans la broussaille, mais autrefois il y avait une niche avec Saint-Guilain, et c'était à l'abri des regards au bord d'un ruisseau. Et donc la femme candidate à avoir des bébés, elle n'allait pas faire une PMA comme aujourd'hui, une procréation médicalement assistée. Elle allait se frotter le bas-ventre, excusez-moi, contre la muraille de Saint-Guilain, et 9 mois après, si tout allait bien, il y avait un bébé. Donc voilà pourquoi la fontaine Mouillecon, excusez-moi, hein, c'est pour moi qui ai inventé le nom, elle est marquée sur les terriers, sur les cadastres d'Ancien Régime. Donc Saint-Guilain était censé, comme d'autres saints protecteurs, favoriser la fécondité. Donc alors Saint-Guilain est représenté avec un ours, parce que l'ours est aussi un symbole, paraît-il, de fécondité. Alors je ne sais pas si le bébé... vous savez, c'est pour ça peut-être qu'on donne un nounours à tous les bébés. Enfin bref, il paraît que c'est Roosevelt qui avait lancé la mode, mais moi je pense que c'est Saint-Guilain qui donnait bébé avec le nounours. C'est ce qu'on appelle les pièces détachées, quoi. Pièces jointes, comme on dit maintenant. C'est ça qu'il a présenté avec un grand sourire. Voilà, bon. Donc, la fontaine Mouillecon, si ça vous intéresse, elle n'est plus accessible aujourd'hui. Elle est dans un jardin privé, c'est très dangereux, c'est en contrebas, vous savez, entre la rue des Hurets et la ruelle de Tupigny. Donc, c'est accessible par un escalier sur un talus, etc. Mais pour la petite histoire, le propriétaire, dans les années 70, avait eu la surprise de voir une brave dame taper à sa porte, et elle lui avait dit je viens de Saint-Quentin, je crois, j'ai ma belle-fille ou je sais pas quoi qui ne peut pas avoir de bébé. À tout hasard, est-ce que je pourrais venir un peu faire un tour à Saint-Guilain? Et bon, le gaillard s'est dit peut-être qu'elle est frappée psychiatriquement. Enfin, comme elle n'a pas l'air dangereuse, il lui a ouvert son jardin, la brave dame est descendue, elle a fait ses dévotions à Saint-Guilain, elle est remontée, elle lui a donné un billet de 50 francs, et puis elle est repartie. Je ne sais pas s'il lui a eu un bébé dans les 9 mois, enfin bref, c'est Voilà donc là, c'est le chapitre des saints protecteurs. Alors maintenant, nous allons aborder un autre chapitre. Ici, c'est le ruisseau de Saint-Maurice, le ruisseau du Jonc-de-Meur, etc., à Basuel, un paysage très aquatique. Pourquoi Basuel? Parce que maintenant, nous allons aborder, ce n'est pas des saints et des saintes, ce sont les sorcières. Alors évidemment, c'est la saison, hein, vous allez me dire, c'est Halloween. Alors, dans les années, de tout temps, hein, il y a toujours eu des sorcières.
il y a toujours eu, on pense qu'il y a toujours eu des sorcières, maintenant c'est pas prouvé, mais on craignait les sorcières, et en particulier dans la région, au XVIIe siècle, vous savez, c'est une époque très troublée sur le plan, quand il y a des batailles, des guerres, des famines, etc., ben, on voit toujours, si vous êtes malade, c'est pas la nature, c'est que quelqu'un vous a acheté un sort, si vos vaches ne donnent plus de lait, c'est donc que quelqu'un vous en veut, etc. Donc on a toujours un bouc émissaire, c'est toujours la sorcière qui, dans sa remise, est en train de s'occuper de la bave de crapaud, de récupérer des araignées ou des plantes plus ou moins bizarres. Il y a d'ailleurs des noms dans la région qui évoquent la présence de sorcières. Par exemple, tout près de d'Hirson, vous avez un lieu dit Le Chaudron, en pleine campagne, qui est censé rappeler la présence d'une sorcière qui, comme Panoramix dans Astérix, une sorcière qui recevait de tout le canton des gens et elle préparait des potions plus ou moins magiques à la demande, donc dans son chaudron qui est resté célèbre. Et donc pour nous, dans la région, il y avait énormément de sorcières, ou de sorciers d'ailleurs, c'est un métier mixte, on parle tout le temps des sorcières, à part Harry Potter, il y avait aussi des sorciers. Mais les sorcières sont plus populaires, c'est vrai que c'est plus rigolo de brûler une sorcière que de brûler un sorcier. Donc, et dans la région, alors il y avait une sorcière en particulier à Templeuve. Et à Bazuel, c'est une pépinière de sorcières dans les années 1599, si je ne me trompe, donc 1600, etc., dont une plus célèbre que les autres, une dénommée Margot la sorcière, qu'on a évidemment brûlée après un procès plus ou moins expéditif. Et donc ces sorcières étaient censées, vous savez, jeter des sorts. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on va dire tout ça, c'est des vieilles lunes, il faut vraiment être un crétin, un plouc pour croire encore aux sorcières. Mais vous savez, autrefois, quand une sorcière ou un sorcier était désigné, automatiquement, il n'y avait pas de procès. Puisque, imaginez, aujourd'hui, on va vous accuser de sorcellerie, vous aurez toujours un esprit fort, un avocat qui va dire, attendez, messieurs, dames, vous voyez bien que c'est une accusation non fondée. Autrefois, si vous alliez voir le maire, le commissaire de police, en disant, non, moi, je suis un bon citoyen, je peux vous certifier que Madame Michu n'est pas une sorcière, c'est une honorable citoyenne. Ben, aussitôt, vous êtes un complice, donc vous allez être brûlé avec elle. Donc, si vous étiez accusé de sorcellerie, vous étiez garanti de passer sur le bûcher, puisque personne ne pouvait vous défendre. Donc, ces différentes sorcières. Alors, à l'époque, on avait aussi, moi j'ai travaillé à Lille. Alors, à Lille, c'était dans les années, je crois, 1612. Oui, c'est ça. Il y a eu l'affaire des Brigittines. Alors, tout le monde connaît un peu, vous savez, l'histoire des sorcières de Loudun. Loudun, c'est une petite ville dans la Vienne, dont le maire était l'ancien ministre, l'ancien garagiste ministre de l'Éducation dans les années 80. Et donc l'affaire de Loudun, c'est une histoire de sorcière, là aussi, vous savez, c'est toujours le même scénario. Hein. Les religieuses, c'est des jeunes bonnes sœurs, un peu olé olé, quoi, elles sont en état de manque, comme dirait l'autre. Et puis il y a toujours un prêtre confesseur très sympathique, jeune et dynamique, une sorte d'Alain Delon, qui vient les confesser. Puis évidemment, il se passe des phénomènes un peu plus ou moins paranormaux, qui fait qu'on brûle d'abord le père abbé, puis ensuite on brûle une par une les bonnes sœurs accusées de sorcellerie. Donc l'affaire de Loudun est très célèbre, c'était dans les années 1600, je ne sais plus la date exactement, mais à Lille, on a eu la même version en 1612, ce qu'on appelle l'affaire des Brigittines. Alors là, j'ai choisi une photo bien cadrée pour vous montrer les bâtiments de l'époque, donc ça date du XVIIe siècle. Bon, ça a été très refait, vous savez, Lille, comme toutes les vieilles villes historiques, c'est devenu un quartier bobo. Donc cette maison qui a l'air ressortie du XVIIe siècle, en fait, était rebâtie dans les années 1970-80, pour y loger à grands frais des avocats, des journalistes, enfin des gens au pouvoir d'achat, des CSP+, comme on dit. Bon, parce que les loyers sont très élevés, vous savez, c'est bâtiment historique, donc ça coûte plus cher que le reste. Et donc ces Brigittines, donc c'était un couvent de bonnes sœurs, exactement le même scénario. Donc la mère supérieure se rend compte que l'une après l'autre, les bonnes sœurs sont prises de convulsions, elles sont visitées par le diable, elles tiennent des propos incohérents. Donc il est évident que le père confesseur, qui est justement un jeune très dynamique,
bah oui, il y est pour quelque chose. Donc d'abord, c'était un prêtre du chapitre de Saint-Pierre, l'église la plus proche. On brûle le père abbé sans trop lui demander son avis. Puis après, comme les phénomènes de sorcellerie ne cessent pas trop, ben on va brûler ou éloigner l'une après l'autre les bonnes sœurs jusqu'à ce que la paix revienne dans le couvent. Alors on a une déclinaison, là aussi, cette histoire de Loudun ou des Brigittines de Lille. Dans la région, alors là j'ai fait des recherches dans des grimoires extrêmement anciens. Alors une histoire assez hallucinante et très historique, ça se passe en 1460. Je ne sais pas si vous connaissez le village de Salèche, près du Quesnoy, c'est à une dizaine de kilomètres au nord du Cateau. C'était le village où est né Dominique Sampiero, vous savez, l'auteur qui a animé des ateliers d'écriture il y a une vingtaine d'années au Cateau. Et qui a été accessoirement le beau-fils de Bertrand Tavernier, le cinéaste, grâce à qui a été tourné le film Ça commence aujourd'hui, dans les années 97-18, qui racontait la vie miséreuse d'un enseignant d'Écodin, je crois, avec des enfants de milieux sous-développés, donc des sous-RMistes. Et donc, le village de Salèche, en 1460, alors à l'époque, on dépendait des Pays-Bas espagnols, hein, on n'était pas français. Le Nord, le département, la Picardie, l'Aisne actuelle, dépendait de la France depuis longtemps, mais le département du Nord, donc le Hainaut, dépendait du Saint-Empire romain germanique, de la Bourgogne, etc. Bref, on n'était pas français. Et donc le village de Salèche voit débouler un jour, on est en 1460, une espèce de SDF, une dénommée Marion, qui s'est enfuie d'une prison de Soissons, donc en France, et elle arrive à Salèche, on ne sait pas trop comment, à l'époque il n'y avait pas de GPS, donc elle arrive à Salèche, village paumé, puis elle devient SDF sur place, quoi. Et puis donc les habitants de Salèche se disent, tiens, on a une nouvelle citoyenne, bon, c'est le grand remplacement, comme dirait l'autre. Donc elle s'installe, et puis on voit la population voit arriver avec surprise une milice de Soissons, des gendarmes de Soissons, qui demande, vous n'avez pas vu une brave jeune femme, une dénommée Marion, qui viendrait de Soissons? Ah ben si, ça doit être elle. Donc du coup, alors je vais vous lire la chronique. Donc la brave dame est faite prisonnière. Donc elle a été constituée prisonnière à Soissons pour fait de sorcellerie. Et puis on va la brûler, mais comme elle est enceinte, parce qu'on ne brûle pas un bébé avec sa maman, donc on lui dit quand tu auras accouché, on te brûlera. Dans l'intervalle, évidemment, la fille, elle n'est pas folle, elle se sauve de la prison, et puis elle s'en va, donc elle arrive à Salèche. Et donc la milice la poursuit, je ne sais pas comment ils ont trouvé sa trace. Toujours est-il qu'on se retrouve devant un gros incident diplomatique, à savoir que la milice de Soissons demande l'extradition d'une sorcière pour la ramener en Picardie. Donc le juge de paix, l'administrateur, c'était le père abbé de Marboil, qui tenait les fonctions de ce qui est maintenant le sous-préfet, quoi. Et donc, on demande l'extradition de la brave jeune fille pour la ramener à Soissons. Alors, le père abbé, vous savez, c'était comme Ponce Pilate, il dit, c'est une histoire compliquée, il y a de la diplomatie internationale là-dedans, je vais être prudent, je m'en lave les mains, je vais référer à mon autorité hiérarchique supérieure. Vous savez, j'ai été fonctionnaire, hein. Le respect de la voie hiérarchique ne tolère aucune exception, comme c'est marqué dans tous les règlements. Donc, son supérieur hiérarchique, c'est qui? C'est tout simplement Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Le père abbé, on lui demande l'extradition. Donc l'abbé de Marboil veut bien y consentir, mais avec l'agrément du souverain. Donc sollicité à son tour le duc de Bourgogne, donc Philippe le Bon. Philippe le Bon, c'est un peu comme Louis XIV ou la reine d'Angleterre. Il a réussi, malgré son grand âge, à régner presque 50 ans. C'était rare à l'époque. Et donc Philippe le Bon, dans ses grandes délibérations diplomatiques, voit arriver le dossier de cette sorcière qu'il faut extrader. Donc Philippe le Bon donne enfin, après mûre réflexion, il signe un arrêté de Bruxelles un 11 septembre, ça ne s'invente pas, et il autorise la milice de Soissons de prendre possession de la candidate sorcière et de la ramener à Soissons. Donc le père abbé dit, je m'en lave les mains, vous prenez la brave dame, et puis évidemment elle va repartir avec la milice de Soissons, et puis elle sera brûlée très rapidement. Bon, donc voilà
l'histoire comme quoi les sorcières se promenaient. On a des sorcières SDF qui ont marqué les chroniques locales. Alors, puisqu'on est... non, on va procéder dans l'ordre. On était à Salèche, donc oui, on va quitter Salèche et puis on va rester dans l'ordre à des images. Ici, vous avez tous reconnu Guise à l'Oise. Vous savez, Guise est construite. Bonjour. Guise est construite. Ça grandit hein, là-bas. Guise est construite sur une sorte d'île entourée par 2 bras de l'Oise. Alors à Guise, je ne vais pas vous parler, pourtant ce sera intéressant, de Jean-Baptiste André Gaudin, vous savez, fabricant de poêles et le constructeur du Familistère, mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est donc la sorcellerie. Pourquoi Guise? Parce que parmi les personnages plus ou moins folkloriques, étranges et puis inquiétant, on rencontrait une déclinaison locale d'une sorcière qu'on appelait Marie Grouette, ou Marie Grouette, qu'on retrouve un peu dans tout le folklore de France. Bon, dans le Cambrésis, on ne la trouve pas trop, mais à Guise, il y avait Marie Grouette, qui était censée, vous savez, c'était dans toutes les régions aquatiques, les gamins aiment bien aller se promener au bord de l'eau, en général, ils se noient, alors comme on ne peut pas les surveiller tout le temps, on leur dit, attention, t'approches pas de l'eau, sinon Marie Grouette va te saisir et puis t'emmener je ne sais pas trop où. Donc, dans toutes les provinces, en particulier dans les Flandres, il y a énormément je vais en parler après, de croyances concernant ces personnes, enfin ces espèces de sorcières qui emmenaient les bébés au fond de l'eau. Et donc à Guise, il y avait une petite poésie qui a été transcrite par Paul Verscharen, qui était un écrivain tirachien. Donc il écrivait on visite le château de Guise. Et puis sur le château de Guise, on trouve une pierre gravée sur une tour du château. Alors c'est une sorte de tag, de caricature. Ce n'est qu'une hideuse tête qu'on appelle Marie Grouette. Alors quand un enfant fait des sottises, Marie Grouette doit le prendre et l'étouffer dans ses bras. Notez bien que des bras, elle n'en a pas. Vous voyez le côté fantastique de cette sorcière qui étouffe les enfants malgré l'absence de bras. Donc Marie Grouette, qui a aujourd'hui disparu, mais qui était très crainte dans certaines régions comme à Guise autrefois. Alors maintenant, nous allons avoir moi j'ai de la famille dans les Flandres, on est ici à Berg. Berg, vous savez, c'est une ville entourée de remparts, qui ont été modernisés par Vauban, mais qui sont bien antérieurs à Vauban. Et dans les remparts du Moyen-Âge, il y a une tour qu'on appelle la tour du Necker. Là, la photo, il n'y a plus d'arbres, il n'y a pas de brouillard, mais je vous assure qu'à l'automne, autrefois il y avait des arbres un peu partout, quand la nuit tombe, qu'il y a du brouillard, on n'est pas trop rassuré quand on veut monter au sommet. Alors, vous voyez, c'est une tour des remparts avec une forme assez bizarre. Il y a en dessous une sortie, une évacuation des eaux, des douves, donc c'est une construction un peu compliquée. Et pourquoi la tour du Necker? Le Necker, c'est un personnage du folklore flamand, germanique, etc., qu'on appelle aussi une nix, etc. Vous savez, tous ces personnages, c'est la déclinaison, ils portent un tas de noms, de prénoms, etc. Donc le Necker est un personnage fictif, mais dont tout le monde craignait la présence. Donc Necker, en flamand, ça veut dire noir, aussi noir qu'un équerre. Donc c'est un personnage qui hantait les lieux plus ou moins aquatiques et plus ou moins interdits. Et donc ce Necker, comme Marie Grouette, il entraînait les gamins au fond de l'eau, il égarait les passants la nuit venue. Vous savez, c'est un grand classique. Vous savez, maintenant on parle des dames blanches. Il y a quelques mois, on avait un spécialiste des fantômes. Vous savez, on parle des dames blanches, ces personnages mystérieux qui apparaissent au carrefour, ces fantômes qui apparaissent au carrefour. Autrefois, c'était le Necker qui égarait les randonneurs perdus, etc. Et donc ce Necker, moi j'ai connu une cousine très âgée qui avait peur du Necker à Berg. Elle n'allait pas se promener ou elle faisait ses prières avant d'aller voir le Necker. La tour du Necker, comment dire, c'est une espèce de personnage ensorcelé, bien innocent, il n'a jamais tué personne, mais enfin on le craignait. Donc maintenant que nous avons fait un petit écart
dans les Flandres. Oui, alors là, c'est Templeuve, le moulin de Templeuve, parce que Templeuve, c'était aussi au XVIIe siècle un repère de sorciers. Là, c'était plutôt des sorciers que des sorcières. Enfin, bref, à chacun son personnage. Non, on est trop tôt. À chacun son personnage, plus ou moins fantastique. Alors, pour rester dans l'ordre, voilà. Mais j'ai oublié Neuville en Avesnois. J'ai pas d'illustration. Tout à l'heure, on était à Salaches. Juste à côté, vous avez le village de Neuville en Avesnois, qui est célèbre parce il présente une église fortifiée du XVe siècle, comme anti-Rache. Et donc, Neuville en Avesnois, c'est un village banal du Hainaut, sauf que jusqu'aux années 1800, il y avait une tradition très curieuse qu'on appelait la basoche. Alors, c'était ce qu'on appelle en France un charivari. Mais il y en avait dans beaucoup de villages de France, et puis après ça s'est perdu progressivement. Et à Neuville-en-Avesnois, cette tradition de la basoche s'est maintenue. Alors c'est ce qu'on appelle un charivari. Autrefois, ça s'appelait aussi une abbaye de jeunesse. C'est une sorte de tribunal populaire, un peu comme en Chine, où régulièrement il y avait une sorte de jury populaire qui se réunissait de façon informelle et on délibérait pour sanctionner les mauvais citoyens. Alors les mauvais citoyens, ça pouvait être ceux qui laissaient leur poubelle sur le pas de la porte, ou plus, comment dire, les seniors, comme on dit maintenant, qui se mariaient avec des jeunettes. Vous savez, comme Hugo Frey, 95 ans, il se mariait avec une jeune fille de 19 ans, etc. Bon, ça fait un peu disproportionné comme différence d'âge. Mais... Donc, autrefois, ça passait pas dans les campagnes. Donc, quand un vieux se mariait avec une jeune, on allait faire du charivari, du chahut, quoi, devant chez lui, pour lui montrer que c'était pas dans les mœurs. Alors, il y avait un truc aussi plus dramatique. Vous savez qu'autrefois, les villages il y avait des rancunes tenaces entre villages proches. Par exemple, dans la région, on avait régulièrement des bagarres entre Mauroy et Onchy, qui sont deux villages totalement séparés l'un de l'autre, séparés par un désert. Bon, j'exagère un peu. Donc, vous savez, les villages proches l'un de l'autre il y avait toujours c'est un peu comme le Cateau et Caudry aujourd'hui, quoi. Il y avait toujours une rivalité qui remontait à la nuit des temps et qui se traduisait par des bagarres du bal du samedi soir. Et donc, à Neuville-en-Avesnois, par exemple, il y avait aussi quand un garçon du village épousait une fille du village d'à côté, ou l'inverse, quand une fille du village se laissait séduire par un garçon du village d'à côté, c'est-à-dire en clair, pour les garçons du village, c'était un parti en moins. Donc, on faisait un scandale auprès des jeunes mariés en disant ça se fait pas, chacun chez soi, etc. Et donc, cette tradition de la basoche s'est perdue juste après la Révolution, mais ça s'est maintenu assez longtemps. Alors, ça s'est perdu ensuite dans les campagnes. Bon, ça se traduit encore un peu aujourd'hui avec les seringueux de Solesmes, en quelque sorte, une déclinaison un peu locale de ce genre de chahut. Et puis, on avait jusqu'aux années 60-70, dans la région, à Onchy et puis à Saint-Aubert, des traditions aussi. C'était au printemps, je crois, M. Barbet ne va pas me contredire. Il y avait une sorte de jury populaire qui se promenait dans les rues ou dans les champs, et puis on ramenait sur la place du village tout ce qui traînait en extérieur et qui n'aurait pas dû s'y trouver, y compris les charrues qui étaient abandonnées dans les champs ou les tas de fumier qui restaient. Enfin, c'était une sorte de remise au pas des mauvais citoyens, etc. Enfin, c'est tout à fait... Le 1er mai aussi. Pardon ? Le 1er mai. Oui, c'est ça, c'était au 1er mai, oui. Moi, j'ai un Ici, à Basuval, ça serait... Oui, oui. Mon père est cultivateur, ils ont été chercher un rouleau. Oui, c'est ça, dans les champs. À Sibylle, en fond. Oui. Déjà, le tracteur, j'avais du mal à tirer. Ils l'ont tiré, puis ils l'ont abandonné au milieu de la rue de Indiens. Le matin, le laitier, il n'a pas su passer. Oui, mais en général, on abandonnait tout sur la place du village. Et puis chacun venait faire. C'est une sorte de vide-grenier, comme on dit maintenant. Alors maintenant, nous allons toujours nous rapprocher, oui, donc je suis dans le bon sens. Là, vous reconnaissez tous Montet, qui est l'archétype du village français, vous savez, avec l'église à droite et puis à gauche plutôt. C'est pas un signe politique, hein. D'un côté l'église et la mairie de l'autre côté, et puis le monument aux morts entre les deux. Donc c'est le symbole du village français, le microcosme, quoi. Toutes la partie religieuse, la partie laïque sont rassemblées, j'allais dire sous le même toit, du moins sur la même photo. Et à l'église de Montet se trouvait autrefois tout à gauche à l'entrée de l'église, sur le parvis, une grande dalle de pierre bleue qui était en plus ou moins en petits morceaux, comme un puzzle de 1000 pièces,
Donc cette pierre bleue, je vais raconter son histoire, se trouve maintenant dans l'église. Donc comme l'église est souvent fermée, on ne peut plus la voir. Alors, elle est à l'abri des intempéries, mais elle est moins visible qu'autrefois. Alors cette pierre bleue, c'est en gros une pierre tombale. Hein. C'est une pierre d'à peu près 2 mètres de long sur en gros 1 mètre de large, quoi, en une forme de cercueil, quoi. Donc c'est une pierre tombale, enfin ça doit être une pierre tombale, décorée d'un arbre de vie, dont j'en parlais tout à l'heure, un arbre de Jessé, là encore avec la généalogie du Christ, etc. Alors on ne connaît pas son histoire, mais elle daterait des alentours de l'an 1000, enfin on ne sait pas très bien, vous savez c'était avant les Cathares, hein, c'est pour vous dire que ça remonte à loin. Bon, il y a d'autres historiens qui la datent des années 600, 700, 800, etc. Et il y a encore une autre tradition un peu plus fantastique, quand on parlait tout à l'heure des émigrations de Saint-Martin qui viendrait de Hongrie, etc. Il y avait même un historien qui avait dit que ce serait une pierre gravée selon des symboles bogomiles. Alors les bogomiles, c'était une sorte de secte plus ou moins, un peu comme les Cathares, quoi, plus ou moins hérétique de Roumanie, je crois, non, de Bulgarie. Vous voyez qu'on vient de loin. Hein. Donc ce groupe religieux bulgare aurait sculpté cette pierre avec des symboles religieux, etc. Enfin bref, on est en plein ésotérisme. Comme quoi, vous voyez, avec une brave pierre tombale, on arrive à remonter dans les légendes historiques les plus lointaines. Si vous avez des renseignements, vous pouvez les donner à la médiathèque, ou Madame le maire de Monté, qui est toujours à la recherche de documents historiques. Alors maintenant que nous avons fait un petit tour de la géographie du Cambrésis, on va parler un peu de botanique. Donc je vous disais tout à l'heure qu'autrefois on n'avait pas de médicaments, et donc les médicaments c'était les plantes. D'ailleurs encore aujourd'hui on y revient. Après tout l'homéopathie c'est une façon de solvabiliser les plantes qu'on trouvait. Moi j'ai une flore à la maison. Vous avez une centaine de plantes très courantes qui sont censées avoir des vertus médicinales qui guérissent plus ou moins tout. D'ailleurs, tout à l'heure, en exclusivité, je vous montrerai une plante qui guérit tout. Alors là, vous pouvez remballer la carte vitale, dire adieu au médecin. Je vous parlais tout à l'heure de cette plante qui rend leur virginité aux filles séduites, mais elle guérissait tous les... Je vous aurai une photo. Hein. Donc, on avait comme médicament que les plantes. Et donc, moi, sur ma flore, j'ai une centaine de plantes que l'on trouve au bord des chemins ruraux qui sont censées guérir plus ou moins bien les maladies. Et là, évidemment, vous savez, un médicament, le mot grec qui a donné médicament, c'est taxone qui a donné, qui vient de poison, parce qu'un médicament, c'est un poison. Si vous prenez le médicament à la bonne dose et vous le guérissez, si vous dépassez la dose prescrite, ça va mal, vous vous retrouvez au cimetière assez rapidement. Donc, c'est pour dire qu'il faut prendre des précautions. Et dans cette flore, dans ces plantes que l'on trouve au bord de nos chemins, vous avez une soixantaine de plantes qui sont capables de vous envoyer au mieux aux toilettes parce que ça donne des diarrhées, à l'hôpital parce que ça vous donne des gros problèmes de santé, souvent intestinaux, je ne sais pas pourquoi les intestins sont souvent frappés par la malédiction, et puis dans le pire des cas, ça termine au cimetière assez rapidement. Je vais vous parler d'ailleurs d'une plante très redoutable, hein, ne la donnez pas à vos bébés, c'est comme les champignons, hein, les plantes, il faut se méfier. Donc ces plantes et ces arbres on leur a attribué des pouvoirs plus ou moins magiques. Alors au temps des Gaulois, je ne fais pas de publicité pour le dernier album d'Astérix, hein, mais au temps des Gaulois, il paraît qu'il y avait 7 arbres sacrés, j'ai la liste ici, 7 arbres sacrés dont sans doute Panoramix faisait bon usage pour sa potion. Alors c'était... voilà, donc on avait le hêtre, le sureau, le houx, l'aulne, qui est un arbre qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, mais qui pousse tout seul un peu partout. Et donc ces arbres magiques avaient chacun des vertus. Alors le sol, vous savez, le sol qui a donné l'aspirine, hein, quand on prend de l'aspirine, c'est de l'acide acétylsalicylique. Bon, maintenant c'est un produit chimique, hein, c'est fabriqué par monsieur Upsa ou monsieur Bayer, mais autrefois c'était des feuilles de sol qu'on mettait en décoction, etc., et qui donnaient l'aspirine. Vous avez aussi la quinine, qui est aussi d'origine végétale. Donc le sol tétard, là c'est un arbre, donc le sol en général, qui est un
arbre plus ou moins magique. Et c'est effectivement pour les... vous savez qu'en ce moment, il y a une grosse crise de l'énergie, donc on vient avant, on se chauffait au fioul, au mazout et compagnie, au charbon. Maintenant, on vient au bois. Et le sol a la particularité de pouvoir être taillé en tétard, c'est-à-dire que on laisse l'arbre pousser à peu près tous les 10 ans. On coupe les branches qui dépassent, ça fait du bois de chauffage, et puis l'arbre cicatrise, ça fait un moignon, puis il y a des nouvelles branches qui poussent, et puis au fur et à mesure, l'arbre prend une forme totalement disproportionnée, on appelle ça un arbre tétard. Ça s'appelle aussi des trognes, enfin ça porte un tas de noms dans les campagnes, mais donc c'est un arbre aux vertus plus ou moins magiques. Un autre arbre plus ou moins magique, c'est l'aulne. Moi j'en ai dans mon jardin, ça pousse tout seul. C'est un arbre injustement méprisé, c'est un arbre qui a la particularité de pomper l'eau, enfin, qui a d'ailleurs donné son nom à la ville d'Aulnoy-Emery. Aulnay-sous-Bois. Donc c'est un arbre qui pousse facilement et qui qui asséchait les nappes phréatiques. Donc dans les zones aquatiques, vous savez, autrefois il y avait beaucoup de zones aquatiques, donc maladies, moustiques, etc. On aimait bien assécher les sols, donc on plantait ou on laissait pousser des aulnes. Alors autre plante magique, l'alchémille. J'ai bien dit alchémie et pas alchimie, quoique, donc qui est une plante qu'on trouve un peu partout et qui est une plante magique. Pourquoi? Parce que quand il pleut ou quand il y a de la rosée, même quand il ne pleut pas d'ailleurs, on trouve sur ses feuilles de la rosée, enfin de l'eau, enfin des gouttes d'eau, des gouttelettes, qui ont un aspect un peu gris, comme des gouttes de mercure. Vous savez, quand vous laissez tomber un thermomètre, il y a des gouttes de mercure qui s'agglomèrent, donc c'est un peu magique, quand vous avez ce liquide mystérieux qui, au lieu de couler, s'agglomère, fait des gouttes. Et en plus, la feuille n'est pas mouillée. Alors, c'est un truc magique, évidemment. De l'eau qui ne mouille pas, une plante qui conserve l'eau. Donc c'est évident qu'elle a des pouvoirs magiques. Hop, ça suffit à séduire les alchimistes qui se disent, elle a des pouvoirs magiques, allez, je la prends. Vous savez, les alchimistes, autrefois, vous touillez dans une marmite, dans un fourneau, toutes sortes de produits plus ou moins magiques, et puis ils étaient censés produire de l'or. Donc cette plante, l'alchimie, donc avec cette eau qui ne mouille, l'alchimie plutôt, qui ne portait pas de nom, mais dans les campagnes, on s'est dit, tiens, ça sert aux alchimistes, donc ça va devenir l'alchimie, bon, l'alchimie, etc. Donc vous voyez comment une plante trouve son nom. C'est une plante qu'on trouve assez couramment. Autre plante magique, la kélidoine, qui porte un nom assez compliqué, un nom d'origine grecque. En grec, ça vient du mot grec qui signifie l'hirondelle. Pourquoi? Parce que les Grecs pensaient que d'abord les hirondelles naissaient dans cette plante. Ça pousse partout, surtout cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on en trouve partout. Et donc cette kélidoine était aussi censée rendre la vue sans l'intervention de Sainte Maxélande. La kélidoine rendait... les Grecs pensaient que les hirondelles naissaient aveugles et que donc la maman des hirondelles allait prendre quelques graines de kélidoine, les donner aux bébés hirondelles qui avaient une excellente vue pour le restant de leur jour. Vous voyez, là aussi encore Sainte Maxélande n'a rien inventé. Donc la kélidoine, faites attention parce que c'est une plante qui guérit des verrues. Vous savez, quand on la colle, il y a un suc, la sève qu'on appliquait autrefois sur les blessures de peau, etc., et qui a des vertus cicatrisantes. Mais faites attention parce que c'est aussi une plante très toxique. Alors, à petite dose, ça vous donne quelques brûlures d'estomac, mais si vous avalez une bouteille de sève de kélidoine, je ne sais pas trop quel goût ça a, mais vous êtes garanti de passer au cimetière dans les 48 heures. Donc, faites très attention, ne confondez pas avec le lait des bébés et puis la sève de la kélidoine. Alors, ici vous reconnaissez, le quénois. Alors, je ne vais pas vous parler des Néo-Zélandais qui sont venus libérer la ville au mois de novembre et qui vont peut-être gagner la Coupe du Monde de rugby, je ferme la parenthèse. Mais parmi les saints vénérés, au Caton, on vénérait Saint Ronald. Il y a d'ailleurs dans le chœur de l'église un vitrail dédié à Saint Ronald. Alors, Saint Ronald, c'est une sainte d'origine belge, etc., je ne vais pas en parler, mais le prénom Ronald était distribué dans la jeunesse autrefois. Et au Quénois, il y a une légende célèbre qui s'appelle la Philos d'Ortie,
la chemise d'ortie. Donc, on va revenir au temps très ancien. Donc, Ronald est une jeune fille qui va se marier avec un bûcheron de la forêt de Mormal. Jusque-là, rien que de très banal. Sauf qu'autrefois, vous savez, quand une jeune fille allait se marier, elle devait d'abord aller se présenter au seigneur du lieu. On appelait ça le droit de cuissage, hein, je vous laisse imaginer la suite. Mais donc le seigneur du Quesnoy dit d'accord, tu pourras te marier, mais d'abord je m'occupe de toi, puis après tu pourras aller te marier. Alors Ronald se dit tout de même ça se fait pas. Elle a inventé le MLF avant l'heure, donc elle dit si je peux pas passer outre l'étape du droit de cuissage. Le seigneur d'Avane lui dit bon d'accord, mais dans ma grande bonté je consens à ce que tu te maries directement avec ton bûcheron de mari, enfin futur mari, mais au préalable, il faudra filer avec les orties. Vous savez que l'ortie est une plante textile, hein, comme le lin. Donc, avec des orties, il faudra me filer 2 chemises, une pour ton futur mari et une pour moi qui me servira de linceul pour quand je serai mort, quoi. Et donc Ronald a dit banco, je vais me mettre au boulot. Et puis à la grande surprise de tout le monde, Ronald cueille des orties sans se piquer. Elle commence à fabriquer la chemise à toute vitesse. Vous savez, c'est comme dans les ateliers textiles du Sentier, hein, la productivité. Donc au bout de 48 heures, la première chemise est prête et elle se prépare à filer la deuxième chemise qui servira de linceul au seigneur. Alors le seigneur de Quesnoy dit oulala, il y a de la malédiction, il y a de la sorcellerie là-dedans. Il envoie ses meilleurs soldats avec les kalachnikovs de l'époque pour trucider la brave Ronald, mais elle devait avoir un gilet pare-balles. Toujours dit que les coups d'épée, les coups de feu, ça marche pas, elle résiste. Donc les soldats reviennent découragés en disant on essaie de la trucider, ça marche pas. Alors le seigneur se dit bon essayez de la noyer, quoi. Donc les soldats repartent, ils la noient dans la Ronald, qui est la rivière locale, et puis ils lui ont mis des pierres dans les poches, etc. Bref, elle peut pas remonter du fond des eaux. Bah si, elle va remonter intacte, même pas mal. Donc les soldats retournent, mission accomplie, mais bilan négatif, quoi. Alors le seigneur se dit il y a de la sorcellerie. Puis il commence à se sentir pas très bien. Alors, il va faire couper toutes les orties par ses soldats, mais les orties commencent à repousser plus vite qu'avant. Donc, le seigneur se dit, ça y est, j'ai trouvé plus fort que moi. Donc, il se prépare à mourir, il va se confesser. Et puis, dans les 48 heures, Ronald a terminé la chemise d'ortie. Elle le donne au seigneur, qui va mourir dans sa belle chemise. Et puis, la brave Ronald pourra se marier avec son bûcheron de mari. Et l'histoire est bien qui finit bien. Voilà pourquoi, donc, Ronald, c'est une histoire qui a été retranscrite par Charles Delin. Vous savez, c'était un écrivain du 19e siècle de la région de Valenciennes qui a écrit qui a réécrit toutes sortes de contes sur le pays, le Hainaut, le Valenciennois et même le pays minier. Alors ici, je vous parlais de plantes redoutables, c'est la brionne. C'est une plante qu'on trouve un peu partout, très toxique. En gros, vous voyez les baies en bas à gauche, vous en prenez une petite centaine, bon, faut être cinglé pour avaler 30 baies qui d'ailleurs n'ont pas très bon goût, mais une centaine de baies, je vois un père de famille inquiet qui se dit avec les gamins 50 doivent suffire, donc les enfants, une moitié de la dose ça suffit, mais pour un adulte, une centaine de baies vous envoie au cimetière. Pour un gamin, c'est la moitié. Pour un bébé, 20, ça suffit. Bon, mais je ne vous conseille pas, hein. Donc méfiez-vous de la brionne. Mais à faible dose, vous savez, autrefois, il y avait beaucoup de bergères et de bergers qui s'ennuyaient dans les champs. Alors maintenant, on mâchonne un chewing-gum. Autrefois, il n'y avait pas de chewing-gum, donc on mâchonnait les plantes qu'on trouvait sur place. Et la brionne poussait dans les haies. Vous connaissez parmi la corporation des bergères une dénommée Jeanne d'Arc, qui paraît-il gardait ses moutons en Lorraine, une région où pousse beaucoup de brionne. Et Jeanne d'Arc, quand elle s'ennuyait, elle mâchonnait, non pas du chewing-gum, mais des baies de brionne. Et à faible dose, il paraît que ça donne, vous savez, des acouphènes, des bourdonnements d'oreilles. Et donc, avec un peu d'imagination, au lieu d'entendre un simple bourdonnement, on peut dire, tiens, mais Sainte Catherine m'a demandé de chasser les Anglois hors du royaume, etc. Puis, c'est peut-être une explication. Maintenant, j'ai rien dit, mais c'est une explication plus ou moins rationnelle à cette légende de Jeanne d'Arc, etc., qui, avec des voix divines. Alors, je vous parlais tout à l'heure de cette plante qui guérit tout. D'abord, qui rend va croire que c'est une obsession chez moi. Pour la troisième fois, je vous rappelle que c'est une plante qui rend leur virginité aux filles séduites. Et
Donc, c'est la consoude. En latin, c'est symphytum, ça veut dire en latin qui consolide, qui ressoude, quoi. Donc, c'est une plante qui était très utilisée autrefois quand on avait une fracture, des os cassés, etc. Donc, ça guérit c'était censé guérir les fractures. Si vous allez à l'arboretum du Cateau, il y en a plein partout. Il faut en laisser pour les autres, hein, mais vous pouvez en cueillir un peu. Donc ça guérit à peu près toutes les maladies. Et ça sert aussi, on en fait pour les jardiniers, un purin de consoude. Donc vous savez, on prend les feuilles, on les fait macérer, etc. Et puis ça sert d'engrais, une sorte d'engrais miracle. C'est de l'algoflash, version naturelle. Donc, cette consoude, vous pouvez l'utiliser pour tous les usages. Je ne pense pas qu'elle soit toxique. Donc, vous pouvez dépasser la dose prescrite. Tout à l'heure, parmi les saints locaux, j'ai pas la photo, vous comprendrez pourquoi. On avait aussi un saint guérisseur c'était à Bazuel. Après Saint Maurice et d'autres sorcières, on avait Saint Brailloux. Comme son nom l'indique, qui était, que l'on priait quand le bébé vraiment énervait tout le monde à la nuit. Vous savez qu'un bébé, c'est 120 décibels hein, quand il pleure. Donc, les parents, les voisins étaient... on cherchait à tout prix un remède, puis il n'est pas question de taper à coups de marteau sur les bébés, hein, ça s'appelle un crime. Donc, on cherchait, et Saint Brailloux était, paraît-il, efficace pour calmer les pleurs des bébés. Et d'ailleurs, on va vous dire, il faut vraiment être cinglé pour adorer un Saint Brailloux. Alors évidemment, il n'y a pas de statue de Saint Brailloux parce qu'il n'est pas très connu. Alors comment on faisait pour prier Saint Brailloux? On prenait n'importe quelle statue, Saint-Éloi, Saint-Martin, Saint-Jules, etc. Et puis on l'affublait du surnom de Saint Brailloux et on priait et le bébé se calmait. Pour la petite histoire, en Belgique, il y avait aussi un Saint Brailloux qui était vénéré. Bon, vous voyez, c'est un peu comment dire, c'est un folklore un peu universel. Mais donc, on va arriver. Alors, on a passé en revue les saints guérisseurs, les plantes magiques. Il y a un autre chapitre. Décidément, Astérix et Obélix sont toujours de sortie. Hein. Je n'ai pas de bénéfice dans les ventes des albums, mais vous savez qu'Obélix porte sur son dos un truc genre menhir. Alors, on dit oui, il y avait que les Gaulois pour porter des menhirs ou des dolmens, etc. Non, d'abord, ça date de la préhistoire. Et puis, deuxièmement, dans la région, dans le Cambrésis, en particulier dans la région du Cateau, mais là aussi, ce sont des légendes et des traditions qui se perdent. Il y avait énormément de pierres qui étaient plus ou moins vénérées pour des pouvoirs magiques. Tout le monde connaît le polissoir de l'étang du Flaquet en forêt de Bois-l'Évêque, où, paraît-il, les hommes préhistoriques allaient polir leurs armes et où Ardouin d'Amerval allait polir son scramasax pour aller trucider Sainte-Marcellande. Vous savez, il faut toujours avoir des armes bien aiguisées, on ne sait jamais. Hein. Donc, ces pierres, alors des pierres, tout le monde connaît les pierres jumelles de Cambrai, les alignements de Stonehenge, non, c'est pas en Cambrésis, c'est en Angleterre, mais c'est célèbre. Mais dans la région du Cateau, on avait énormément de pierres, en particulier du côté de Forêt, etc. Souvent, ces pierres plus ou moins magiques longeaient les voies romaines, qui sont en fait des voies préhistoriques qui ont été macadamisées en quelque sorte par les Romains, mais qui étaient des voies en fait très anciennes, des voies préhistoriques, puis celtes, puis gauloises, puis romaines, et puis maintenant c'est des routes départementales entretenues par le goudron du département. Oui, quand ils y pensent. Et donc, on trouve énormément dans la région de Forêt, Pomeroy, Montet, etc., des mégalithes, souvent qui sont maintenant totalement disparus. À Clary, par exemple, vous avez aussi une espèce de menhir qui est installé sur la place de la mairie, mais auquel plus personne n'a fait attention. Évidemment, à Rumilly, vous avez le pulvent d'Hermès, oui, etc. Donc il y a énormément de pierres plus ou moins magiques. Et par exemple, je vous parlais tout à l'heure du hameau d'Amerval, près de Forêt, il y a dans les champs, mais plus personne ne sait où il se trouve, un lieu-dit la Croix-Rouge. Et cette Croix-Rouge, c'est pas une croix, on ne sait pas si elle était rouge, mais c'était une pierre qui autrefois était plus ou moins vénérée toujours au bord, pas très loin de la chaussée romaine, qui est une pierre qui était plus ou moins vénérée pour ses pouvoirs plus ou moins magiques. Vous voyez que je mets beaucoup de nuances dans mes explications.
Alors ces pierres étaient attribuées souvent aux Sarrasins. C'est un autre chapitre. Vous savez, quand on a un monument un peu mystérieux, on ne sait pas d'où ça vient. Ben oui, ça vient des lointains ancêtres. Et on avait les Sarrasins. Vous savez, dans la région, vous savez que Charles Martel a battu les Arabes à Poitiers. Bon, les Sarrasins ne sont jamais venus dans le Cambrésis, mais par exemple à Borin, qui est un tout petit village du côté de Vangy-au-Bois, on trouve ce qu'on appelle une sorte de butte féodale qu'on appelle, attention j'y vais, le courtil des Caramaras. Les Caramaras, bah, c'était des Sarrasins, donc c'était des Arabes, donc c'était des immigrés, quoi. Bon, évidemment, tout à fait légendaire, mais on attribuait cette mode féodale mystérieuse, évidemment, construite qui ne pouvait avoir été construite que par des esprits supérieurs venus d'ailleurs, enfin, etc. Donc, vous voyez, vous avez toujours ce folklore. Quand on trouve quelque chose d'inexplicable, ben, on explique parce qu'il y a un peuple mystérieux qui est venu. Et donc là, c'était les Sarrasins à toutes les sauces, à qui on attribuait la construction de toutes sortes de... On trouve aussi à Borin une pierre dressée, un pilori. Vous savez, autrefois, on attachait les criminels sur la voie publique à une grosse pierre, et puis ils étaient enchaînés, puis donc ça servait à la morale publique. Vous voyez, ne soyez pas délinquants, sinon vous serez attachés dans le village, donc exposés à la honte du village, et accessoirement, on vous jette des pierres. Ça s'appelle une lapidation. En général, ça se termine très mal. Mais donc, ces pierres nombreuses autrefois ont disparu des mémoires, elles n'ont pas disparu des sous-sols. Mais autrefois, il n'y avait pas un culte, mais on s'intéressait aux pierres plus ou moins magiques. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que les Romains, moi j'ai découvert ça dans un grimoire, c'était un grimoire des chroniques de Forêt. Vous savez, moi je fais beaucoup de marches. Et puis les voies romaines, c'est très ennuyeux quand on marche parce que c'est rectiligne sur des dizaines de kilomètres. Quand on marche, on aime bien changer le paysage. Et quand vous allez entre Forêt et Croix-Caluliau, pourtant moi je m'en étais jamais rendu compte, vous avez une très légère courbe, en gros entre Forêt et Croix-Caluliau, et on ne sait pas pourquoi les Romains, alors qu'il n'y a aucun obstacle géologique, etc., il y a une très légère courbe qui fait que, d'ailleurs on ne s'en rend pas compte, on ne le sait, on ne s'en rend compte que quand on le sait, quand on a été prévenu, mais effectivement, le côté pratique, quand on regarde le paysage, à un moment on voit la maison d'en face au lieu de voir les champs de blé à 10 km à l'horizon. Donc pourquoi les Romains, quand ils ont aménagé la voie romaine, pourquoi ont-ils dévié très légèrement leur route? Alors évidemment, autrefois on disait, il est évident qu'à cet endroit se trouvait un lieu de culte païen, celte, etc., gaulois, et que les Romains, bons diplomates, se sont dit, on va faire un petit détour pour éviter d'aller chahuter. Vous savez, comme encore aujourd'hui, quand vous allez en Islande, vous avez des routes toutes rectilignes dans les plaines, et puis d'un seul coup, elles font un grand écart. Et ce n'est pas parce qu'il y a un problème géologique, c'est parce que à un endroit, vous avez, paraît-il, des trolls ou je ne sais pas quoi, qui ont installé leur domaine, leur demeure, et donc pour ne pas les déranger, la route va faire un écart, bon, vous savez, pour respecter la légende locale. Là, ce serait la même chose que les Romains auraient, la même diplomatie en quelque sorte que les Romains auraient appliquée en disant on va faire un petit écart pour ne pas gêner les cultes anciens qui se développent sur place. Donc, à Soldoir se trouvait un dolmen plus ou moins magique. Alors là, pour illustrer, c'est l'ancien moulin à eau de Soldoir, qui n'est plus un moulin à eau, puisque les minoteries ont remplacé les moulins d'autrefois. Mais comme nous sommes dans une médiathèque, la municipalité de Soldoir, il y a une vingtaine d'années, a transformé ce moulin à l'abandon en bibliothèque municipale. Donc, si vous allez chercher des livres à Soldoir, vous allez passer par la case moulin, sachant que les livres craignent l'humidité. Le problème, c'est qu'un moulin, c'est souvent aquatique. Donc, je ne sais pas si les livres sont bien conservés. Et j'en reviens à ma façon de conserver les vieux parchemins dans ma cave humide, exposés aux dents des rongeurs venus du jardin. Je ferme la parenthèse. Voilà, donc on va revenir aux voies romaines. Alors, on est en fin de mois, en plus c'est une période d'inflation. Alors, un autre chapitre, c'est comment devenir riche quand on est pauvre. Je vais vous donner la recette assurée. Plus ça tombe bien, je vous disais, c'est l'inflation, c'est la fin du mois. Je vais vous donner des recettes pour devenir riche sans passer par la case française des jeux. Donc, autrefois, il y avait énormément de légendes de trésors. Moi, à la maison, j'ai des listes complètes de trésors. Dans la région, on a plus de... une cinquantaine de trésors. Alors, les plus folkloriques, vous avez par exemple, vous savez, Philippe Auguste, avant la bataille de Bouvines, il se promenait avec tous ses lingots d'or dans les poches. Puis il se dit, aller à la bataille avec des lingots d'or, c'est pas prudent.
on va d'abord les déposer, non pas à la banque, mais dans un lieu sûr avant d'aller se castagner avec les adversaires. Donc il arrive à Lille, Philippe Auguste, avec tous ses lingots d'or. Il va à l'emplacement qui est l'actuelle cathédrale Notre-Dame de la Treille, qui était autrefois une motte féodale avec un château. Il dit, château, c'est sûr. Il creuse un peu, il enterre ses lingots d'or, il va à la bataille, il gagne la bataille, et puis après il revient, puis il oublie complètement ses lingots d'or. Vous savez, c'est comme les écureuils, hein, il sème ses noisettes, mais il oublie après où il les a mises. Donc Philippe Auguste aurait oublié tous ses lingots d'or dans le centre de Lille. Bon, je ne vous conseille pas d'aller creuser, mais si vous creusez sous la cathédrale de la Treille, vous trouverez peut-être le trésor de Philippe Auguste. Bon, dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. On trouve aussi les alchimistes dont je vous parlais tout à l'heure, qui auraient laissé un trésor à Valenciennes, voilà. À Valenciennes, vous savez, l'église Notre-Dame de la Treille, non, pas Notre-Dame de la Treille, Saint-Cordon, qui date de la même époque d'ailleurs, une église néo-gothique des années 1880. Elle est construite, paraît-il, en pierre magnétique. Bon, c'est la pierre du minerai de fer, quoi. Mais donc, les piliers sont en pierre plus ou moins magique. Donc, il est évident qu'un trésor a été enterré là-dessous. Puis Valenciennes ayant une très vieille tradition de légendes, de savants, etc. Il est évident que des alchimistes ont travaillé à Valenciennes et ils ont enterré, parce qu'un alchimiste, j'en parlerai après, arrive à fabriquer des lingots d'or jusqu'à plus soif, il ne sait plus quoi en faire, il va donc les enterrer, où ça, sous la cathédrale. Et sous la cathédrale Notre-Dame du Saint-Cordon, paraît-il, il y a non seulement le Saint-Cordon qui est enterré, mais il y a aussi un trésor alchimique. Bon, vous pouvez aller creuser. Je vois qu'il y a des gens qui me regardent d'un air inquiet en disant je vais préparer la pelle et la pioche dès cet après-midi. Ben, vous faites ce que vous voulez. Hein. Il y a aussi c'est à Orchy, il y a un tas de vieux trésors, je ne sais plus d'où ils viennent. À Cassel aussi, vous avez des trésors. Vous savez, Cassel, le village préféré des Français. Moi, je suis très fier parce que j'ai de la famille à Cassel et à Esquelbec, qui sont les deux villages préférés des Français. Donc, côté pratique, si vous voulez acheter une maison, ça veut dire que le prix d'une bicoque a augmenté de 300% en 48 heures. Bon, ça, c'est la logique Airbnb de l'immobilier moderne. Donc, à Cassel aussi, il y aura un trésor plus ou moins romain, alchimiste, templier, enfin bref, on ne prête qu'aux riches. Vous savez qu'à Cassel, il y a eu 3 batailles depuis la bataille des Éperons d'Or, etc., puis la bataille de Cassel, qui a permis à Louis XIV de rattacher la Flandre à la France, etc. Enfin bref, tout ça, c'est de l'histoire compliquée. Bref, Cassel est une histoire très, très, très ancienne, très riche, et il est évident qu'une ville aussi passionnante sur le plan historique est obligée de cacher quelques trésors, sinon l'Office du tourisme va perdre des visiteurs. Alors on va s'intéresser, moi je me suis intéressé beaucoup à l'histoire de Bavay, puisque en vieux pédagogue, vous savez, il paraît que les profs d'histoire craignent beaucoup pour leur vie ces derniers temps, mais autrefois on faisait beaucoup de travaux pratiques sur place, alors on emmenait les classes dans les lieux historiques, et pour la région du Nord, c'est Bavay, donc on faisait semblant de faire des fouilles. À l'époque, c'était encore le chanoine Biévelet, donc on faisait des pseudo-fouilles pour trouver des pseudo-restes gallo-romains, enfin bref. Et là encore, Astérix s'est nié pour rien. Et Bavay, c'est une ville magique, évidemment, puisque c'est devenu, à l'époque romaine, au 1er siècle à peu près après Jésus-Christ, une capitale, gallo-romaine. Et Bavay est entouré est le point de départ de 7 voies romaines. Alors évidemment, 7, c'est un chiffre magique. Vous savez, il y a des chiffres magiques, 7, 3, 12, etc. Donc 7 chaussées romaines qui prouvent le côté magique, inspiré, etc. Des grands initiés qui ont construit la ville de Bavay. Donc vous avez 7 voies romaines, dont une qui passe tout près du Cateau, ce qu'on appelle la chaussée Brunehaut. Si j'ai le temps, je parlerai un peu de Brunehaut. Ça va nous ramener à l'époque mérovingienne. Et donc, le problème, c'est que, alors c'est une histoire entièrement vraie, hein, c'est moi qui l'ai inventée, enfin c'est pas moi, ce sont des légendes, mais entièrement. Enfin, vous avez des vieux habitants de Bavay qui autrefois pouvaient vous certifier que c'était absolument vrai, historique. Donc voilà ce qui se passe, c'est la ville de Bavay, construite par les Romains, elle devient une ville très prospère. Ensuite, la prospérité sera prise par Cambrai, c'est une autre histoire, mais ville très prospère, ville administrative, ville commerçante. Mais voilà que, évidemment, on ne prête qu'aux riches et on ne prend que dans les poches des riches. Au IIIe siècle, à peu près après Jésus-Christ, malgré les remparts, la ville, il y a le grand remplacement, comme dirait l'autre. Vous avez des invasions barbares, et donc la ville de Bavay est envahie par des barbares, des envahisseurs. Et donc, au préalable, on va revenir à l'époque romaine.
voilà que, paraît-il, les Gaulois, qui avaient déjà bien développé la ville de Bavay, apprennent par le téléphone qui existait déjà à l'époque que Jules César a envahi la Gaule et que, bon, Astérix avait résisté, mais Bavay ne pourra pas résister malgré l'héroïsme. C'est vrai que les Nerviens, les Gaulois nerviens qui habitaient la région, c'était, paraît-il, les plus braves de toutes les tribus romaines. Enfin, ils savent ils n'ont pas de Scramazax comme Ardouin d'Amerval, ils savent qu'ils vont succomber sous la force et le nombre des légions romaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'il va y avoir la guerre? Ça s'est fait encore en 14-18, ça s'est fait en 40. On va enterrer discrètement dans la campagne ce qu'on a de plus précieux. Alors, en général, pour nous, c'est des casseroles en cuivre, mais pour les Gaulois, paraît-il, ils avaient d'énormes stocks d'or dont ils ne voulaient pas qu'ils tombent entre les mains de Jules César. Donc, que fait-on? On va les cacher. Alors, il y a une organisation pseudo-militaire. Alors, tout ce que je vous raconte, c'est vraiment une organisation administrative vraiment numéro 1. Donc le chef des druides de Bagacom, de Bavay, qui ne s'appelait pas Panoramix, rassemble la partie la plus savante de la population, en particulier les forgerons, vous allez voir pourquoi, et on décide qu'on va fondre l'or des Gaulois, et puis, enfin de l'or de Bavay, et puis le fondre en faire avec tout cet or, en faire des veaux d'or, des vaches, plutôt des vaches. Les veaux d'or, c'est pour la Bible, mais les vaches en or, c'est pour Bavay. Donc, les forgerons prennent tous les stocks d'or de Bavay, ils vont dans une fonderie, et puis ils vont dans une espèce de grand moule, vous avez dit, hein, le plein soleil, hein, toute la matinée. Donc, ils vont fondre dans un moule 7 vaches en or, 7 comme le nombre de voies romaines. Et donc, ensuite, il y a quelques hommes dignes de confiance qui vont chacun dans une charrette prendre l'une des vaches, suivre l'une des routes romaines, une en direction de la Belgique vers la Flandre et une qui va vers Vermand en passant par le Cateau, enfin tout près du Cateau. Et chaque chariot chargé d'une vache va partir de la ville et puis quand les gardiens du trésor vont trouver un endroit favorable dans la campagne, ils vont creuser avec leur pelle et leur pioche au bord de la chaussée, ils vont enterrer la vache en or, on va tout recouvrir de terre, comme ça quand Jules César arrivera, il n'y aura plus une pièce de monnaie dans la poche des Bavésiens. Et il paraît que tout l'or de Bavay a été fondu en 7 vaches d'or qui, paraît-il, dorment encore aujourd'hui au bord des chaussées romaines. Là encore, si vous n'avez rien à faire cet après-midi, prenez pelle et pioche, un GPS et puis débrouillez-vous. Bon, à mon avis, vous allez perdre beaucoup de temps. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Alors, pour trouver un trésor, vous allez me dire, c'est joli de creuser, mais on n'y arrive pas tous les jours. Alors, vous inquiétez pas, j'ai une formule magique. Oui, donc je vous parlais tout à l'heure des alchimistes. Donc, vous connaissez la célèbre phrase du général de Gaulle quand on lui demandait d'augmenter le budget du CNRS, vous savez, le Centre de la Recherche Scientifique. Il avait dit, c'est ennuyeux parce qu'ils demandent toujours des sous, ces gens-là. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Donc, j'ai appliqué cette formule-là aux alchimistes. C'est pour ça que vous avez le petit dessin en dessous. Donc, vous avez 2 flèches. Au centre, le chaudron des alchimistes, de l'alchimiste. Alors, sur la gauche, le bon alchimiste, entre parenthèses très rare, vous lui donnez du plomb, il fait sa petite cuisine interne, il transforme tout ça en or. Donc ça marche, mais ça ne marche pas souvent. Par contre, à droite, vous avez mauvais et hélas fréquent, vous donnez à l'alchimiste de l'or et il met tout ça dans son chaudron et il en sort du plomb. Donc ça ne marche pas, comme dit l'autre, caramba, encore raté. Si ça vous intéresse, pour illustrer cette logique-là, Honoré de Balzac avait écrit au début du 19e siècle un livre dont l'action se situe à Douai, ça s'appelle je suis en train de chercher le titre, ça fait rien. Donc c'est un roman qui raconte non, c'est pas les illusions perdues, mais enfin un nom comme ça. Donc ça raconte l'histoire d'un alchimiste de Douai, enfin d'un candidat alchimiste, qui va noyer la fortune de sa famille en essayant vainement de faire. C'est la recherche de l'absolu, voilà. C'est pas la recherche de Marcel Proust, c'est la recherche de l'absolu. Et donc, en général, l'alchimiste se ruine en essayant de trouver de l'or. Donc au lieu de fouiller, il y a un autre truc, c'est de faire appel à des puissances plus ou moins divines et plus ou moins bienveillantes.
qui, contre quelques formules magiques, vont vous permettre de trouver un trésor à coup sûr. Moi, alors, je vais vous donner, j'ai trouvé ça aussi dans un vieux grimoire dont je suis le seul à avoir l'unique exemplaire. Je suis en train de chercher où ça se trouve. C'est une formule magique assez compliquée. Elle vient du mésopotamien. Je ne vous l'ai pas traduit. Alors là, voici. Voilà. C'est un peu compliqué. Alors, là, ce que je vais vous dire, je vais garder la formule magique pour moi. Je vais vous lire l'introduction. C'est assez compliqué, c'est un exercice d'orthophonie. Il faut la dire 7 fois sans bégayer, et c'est l'introduction. Après, il faut continuer, le reste de la formule qui vous garantit de trouver un trésor. Moi, j'ai trouvé un trésor, j'ai répété la formule, c'est un peu compliqué parce que sur le plan orthophonique, vous verrez que c'est compliqué à articulé. Mais j'ai trouvé un trésor. Le lendemain, je suis allé dans mon jardin, j'ai creusé, avec ma bêche pour semer, j'ai trouvé une pièce de 10 centimes de 1964. Vous voyez, chacun son trésor. Donc voici la formule. Il est interdit de prendre des notes, et de toute façon, je vous ai dit, c'est simplement le début. Alors attention, c'est parti. Tamch, karaktal, akfarita, tartout, aketunt, akia, shaktatir, Aïrk de Tafrout, exauce-moi, sage géant, par la puissance de ses noms. Alors il faut le dire 7 fois sans bégayer, vous voyez que c'est dur. Et puis il y a la suite, la suite je la garde pour moi. Donc voilà, avec cette formule-là, vous êtes sûr de trouver un trésor à coup sûr. Voilà, oui. Petite parenthèse avant de continuer. Madame Bouvard, dans 4 semaines, je sers en quelque sorte de préface pour la prochaine conférence. Madame Bouvard, dans 4 mois, puisque moi j'ai intitulé ça « Les êtres du songe », c'est mon sous-titre, Madame Bouvard va vous parler des voix d'en bas. Alors, au moment d'Halloween, c'est pas les revenants qui parlent dans les cimetières. Les voix d'en bas, c'est les gens modestes, comme dirait le sociologue Pierre Sansot, les gens de peu. Vous savez ce qu'on appelait les invisibles au moment du Covid, les caissières, les livreurs, etc., les gardes d'enfants, etc. Tous ces gens, ou tout bêtement les personnels de ménage. Vous voyez, tous ces gens qui gagnent très peu de sous et qui font un travail de bagnard au mépris pour être méprisés de tout le monde. Et parmi ces gens de peu oubliés, il y a les éboueurs. Alors, je vais vous lire un texte de Jacques Prévert. Tout le monde connaît Jacques Prévert, vous savez. Bon, bien sûr, il y a les petites leçons pour les cours moyens, etc. Mais Jacques Prévert était un auteur très caustique qui adorait les curés, les généraux et l'ordre établi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a écrit un livre, pas un livre, mais un texte en hommage aux éboueurs. Alors, ça pourrait peut-être vous paraître une paraphrase d'une prière catholique. À mon avis, c'est pas du tout à fait au hasard. Alors, je vais bien articuler pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion. Donc, ça s'appelle « Je vous salis ma rue ». Donc, autrement dit, je fais des cochonneries sur la voirie. Parce que quelquefois, on dirait que je fais des prières. Donc, c'est « Je vous salis ma rue et je m'en excuse ». Un homme sandwich m'a donné un prospectus de l'armée du salut. Je l'ai jeté, c'est pas un acte civique. Je l'ai jeté et il est là tout froissé dans votre ruisseau et l'eau tarde à couler. Pardonnez-moi cette offense, les éboueurs vont passer avec leur valet mécanique et tout sera effacé. Vous avez vu qu'au Cato, on a acheté un glouton, un magnifique engin qui avale tout sans effort. Non, vous n'avez jamais vu le nouveau gadget, un aspirateur électro-magnéto, etc., qui a coûté une fortune à la ville, qui remplace les balayeurs. Et ça se termine. Je vous salue ma rue. Oui, c'est ça. Je vous salue ma rue pleine de grâce, l'éboueur est avec nous. Voilà, donc c'est en préface de la conférence de Madame Bouvard. J'en reviens à mes êtres, mes machins plus ou moins magiques, folkloriques, etc. Il y avait parmi tout à l'heure je vous parlais du Necker, il y avait aussi parmi ces personnages qu'on redoutait un peu le Latusé, j'en ai parlé l'année dernière. Moi c'est un personnage qui me met très attaché, parce que vous savez, j'aime bien traîner dans les greniers, les caves aussi, où j'entrepose les vieux manuscrits, mais les greniers, c'est formidable. J'ai toujours dit que les parents qui n'ont pas des greniers à la maison devraient être déchus de leurs droits parentaux, parce que c'est un endroit merveilleux, bon, un peu poussiéreux, pour les enfants. Moi, c'est inimaginable le nombre de découvertes tout à fait informelles que j'ai un grenier.
Ah, c'est bien. Un bon parent, un bon père de famille. Donc, les enfants vont dans les greniers où ils font des tas de découvertes. Enfin, où ils faisaient, parce que maintenant, les greniers, malheureusement, vous savez, c'est ce qu'on appelle des combles perdus. Bon. Donc, dans les greniers, on trouvait autrefois un tas de trucs extraordinaires. Moi, j'ai découvert un tas de choses du vieux siècle, du 19e, etc. Y compris des vieux emprunts russes, bon, mais qui étaient démonétisés. Hein. Et évidemment, les parents n'aimaient pas trop voir les gamins aller au grenier parce que c'est poussiéreux, ils faisaient du désordre, etc. Donc, on disait aux gamins, ne va pas au grenier parce que si tu vas au bord de l'eau, la Marie-Grouette ou le Neckar va te prendre. Mais si tu vas au grenier, tu vas rencontrer le latusé. Alors, le latusé, bah oui, c'est des planches de bois qui grincent, quoi. Donc, le latusé, les lattes usées, bon. C'est le latusé. Donc, vous avez une photo, un dessin. Alors, comment dire, cette illustration, je l'ai sortie vous connaissez tous Pierre Dubois, qui est un elficologue, un auteur régional. Il a vécu pendant un moment à Cartigny. Pierre Dubois a écrit toutes sortes d'encyclopédies sur les fées, les elfes, les machins de sorcellerie, etc. Et il a valorisé évidemment ceux latusés qui vivent dans les greniers. Ça c'est un autre lutin. C'est pas un œuf Kinder, hein, mais c'est pas non plus un Pokémon. Enfin, c'est une illustration naïve d'un lutin. Donc ça, j'en parlerai tout à l'heure si on a le temps. Mais donc, en gros, j'ai terminé mon inventaire des lutins, sorciers, etc. Mais je me suis dit, ça fait longtemps que je prépare mon exposé. D'ailleurs, j'espère que pour la 8e fois que je me présente, vous me donnerez un diplôme à la fin. Donc, je me suis dit, je vais chercher des légendes pour illustrer ces superstitions. Alors, je me suis dit, je vais chercher à Cotillon, Pomereuil, Ors, etc. Là où il y a des bois, des bocages, des endroits un peu brumeux, un peu... je ne dis pas reculé, mais enfin un peu à l'écart de la civilisation. Mais ma grande surprise, j'ai trouvé 3 légendes d'Ancien Régime, donc à Neuvilly. Or, Neuvilly, dans le canton du Cateau, c'était le plus gros village dans les années 1900, le plus gros village, tout à fait l'anti-village rural à l'écart de tout, c'est au bord d'une grande route. Il y avait déjà des usines, des gros ateliers, il y avait plus de 1000 habitants en 1900, il y avait déjà des syndicats, etc. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment un village urbanisé, et curieusement, c'est là que j'ai trouvé les 3 légendes, répertoriées sur le folklore local. Alors ces 3 légendes avec des personnages assez classiques dans le folklore rural. Premièrement, les lumerettes ou lumerottes, etc., les feux follets, les fées, enfin les sorcières, etc., les dames blanches, comme on dit. Donc, tous ces personnages un peu mystérieux que l'on trouvait autrefois dans les buissons, comme vous savez, les feux follets comme dans les cimetières. Donc, Neuvilly est entouré de champs. Quand vous allez entre Neuvilly et Inchy, vous avez des talus, des coteaux, avec autrefois un bocage, et donc les paysans qui rentraient, à l'époque il n'y avait pas d'éclairage, donc ils voyaient des feux follets, ils entendaient du bruit dans les buissons, ils disaient il est évident qu'il y a là des personnages mystérieux, des assemblées de sorcières, etc. Donc on appelait ça en termes génériques des lumerottes ou des lumerettes, donc des sorcières, quoi, des fées, etc. Il y avait aussi des lutins. Et il y a il y a beaucoup de légendes dans beaucoup de régions de France qui racontent le même scénario. C'est décliné à chaque village. C'est en gros un personnage, un lutin, un terme générique, qui se présente sous la forme en général d'un animal. Alors ça peut être un âne, un cheval, un cochon, enfin tout ce qu'on veut, une poule, enfin etc. C'est une déclinaison, vous savez, dans les Ardennes, vous avez le cheval bayard. Et donc, à Neuvilly, on avait une déclinaison de ce personnage lutin. Alors, c'est toujours la même histoire. Vous avez toujours un ou des personnes qui se retrouvent égarées la nuit pour des raisons X ou Y. Soit c'est des colporteurs qui se sont égarés, soit des aventuriers, etc., des soldats perdus. Et ils rencontrent un animal. Là, en l'occurrence, à Neuvilly, c'est un âne. Bon, un âne, animal un peu bébête, etc.
donc ridicule. Et cette âne, donc là on est un soir de vodka à Neuvilly, il y a 4 jeunes qui sont allés au bal au village d'à côté, ils sont perdus, ils rentrent, ils sont complètement bourrés. Bon, à l'époque il n'y avait pas de voiture, donc ils rentrent à pied, ils sont bien fatigués, et puis ils voient passer devant eux cet âne qui s'arrête devant eux, un âne, donc ils disent, ben, on va monter sur l'âne, un problème, on est à 4. Alors le premier monte sur l'âne, puis l'âne commence à s'allonger. Puis au fur et à mesure, le deuxième monte, l'âne continue à s'allonger, comme ça devient un âne 4 places. S'ils avaient été à 12, il y aurait 12 places. Hein. Donc les gaillards, les petits jeunes de Neuvilly, ils se disent, ben, c'est bon, on va rentrer à la maison sans se fatiguer. Donc l'âne les emmène, puis il les emmène au bord de la selle, et puis là-dessus, bof, il bascule à 90 degrés, et puis les 4 jeunes se retrouvent dans la flotte, et puis l'âne rigole et repart sur son chemin. Donc c'est une version, l'animal qui fait des farces, donc on le retrouve dans beaucoup de régions. Mais j'ai été surpris de le trouver à Neuvilly. Et puis la troisième légende, alors là c'est encore plus fantastique, ça va nous amener au Japon, et les Pokémon n'y seront pour rien. C'est une légende très documentée puisqu'on a même la date et le prénom du personnage supposé historique. Donc ça se passe dans les années 1750-60. C'est une histoire qu'on retrouvait autrefois, on la retrouve aussi dans les pays de l'Est. Moi j'avais raconté une histoire qui venait de Bulgarie, oui, et puis donc ça se retrouve un peu partout, ça se trouvait aussi dans les campagnes françaises. C'est toujours le même scénario, c'est un personnage sous forme d'enfant qui se révèle être en fait un sorcier malfaisant. La Neuvilly, ce qui se passe, c'est qu'on a un brave bonhomme, un grand-père, qui habite au bord de la Selle. Et puis, donc, c'est un soir de brume, etc. Il entend, et donc il est en train de préparer sa tambouille. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas la télé, donc tout est calme. Puis, il entend des cris d'enfants, donc il regarde par la fenêtre, et il voit un bébé qui est en train de se noyer dans la flotte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il prend le bébé, il prend une couverture, il le met au bord de la cheminée, il réchauffe, il va lui préparer un biberon, je ne sais pas trop comment. Et puis, donc, personnage de bonne volonté. Et puis, alors, c'est toujours le même scénario dans ces histoires-là. Au fur et à mesure que le temps passe, le bébé très sympathique commence à changer de forme, il commence à faire des grimaces, à pousser des cris, etc. Et plus le temps passe, plus ça devient carrément plus un bébé, mais une espèce de sorcier, enfin un personnage grimaçant, affreux, etc. Ou un animal, une sorte de bouc cornu, etc. Enfin bref, un être pas très sympathique. Et le grand-père se rend compte avec horreur qu'il a affaire non pas à un bébé perdu, mais à ce qu'on appelle au Japon un kappa. C'est pas une marque de godasses de sport, c'est un lutin malfaisant. Et au Japon, on trouve beaucoup de légendes comme ça, de maisons, enfin de fermes prospères. Alors, au Japon, le scénario, c'est à peu près le même, enfin, c'est un peu plus alambiqué. C'est une ferme prospère au bord d'un marécage. Et puis un jour, on voit arriver un bébé ou un petit gamin dont on ne sait pas trop d'où il vient. Et puis, comme à la maison, il y a de la place, le bébé, il vient, on lui donne un peu à manger, on lui donne des bonbons, même quand c'est pas Halloween. Et puis, il prend ses habitudes, puis il commence à fouiller dans les tiroirs. Alors, il commence à se rendre un peu indiscret, un peu mal élevé, etc. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des malheurs, les vaches vont mourir, etc. La maison se fissure, enfin, etc. Donc, on a des malheurs. Et puis, il y a toujours un personnage dans la maison, à ce moment-là, qui se rend compte que c'est pas un bébé, c'est pas un gamin, c'est un sorcier, malfaisant. Donc, on va le foutre à la porte. Et puis, là, c'est ce qui se passe à Neuvilly. Donc, notre grand-père qui est en train de préparer le biberon du bébé, et il dit, j'ai pas affaire à un bébé, mais à un sorcier malfaisant, je vais le mettre à la porte. Donc, il prend le bébé, enfin, ce qui reste du bébé, puis il va le jeter vite fait dans la rivière. Et puis, évidemment, le personnage se révèle être effectivement un sorcier ou une sorcière qui pousse des hurlements en disant, je te maudis pour la fin du temps, enfin, etc. Donc, mais trouver cette histoire-là à Neuvilly, ça m'a surpris parce que je m'attendais à la trouver dans un village plus reculé. Alors, puisque... Ben oui, ça va être fini. J'allais vous parler, vous savez, on parle beaucoup de complotisme, ou fake news, de wokisme, etc. Donc, vous avez ici une photo du Kato. C'est pour vous montrer que le folklore n'est pas innocent. Et que même dans les époques les plus récentes, on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec Poutine qui réécrit le folklore des pays qu'il envahit pour montrer que lui, il est libérateur, etc. Au Kato, donc, pendant la guerre 14-18, la ville était occupée par des garnisons allemandes. Moi, j'ai l'habitude de dire le Kato, c'était le club méditerranéen pour l'armée allemande, qui a d'ailleurs regretté que le 11 novembre, il devait retourner à la maison parce qu'il s'amusait bien au Kato. Et parmi les résidents allemands au Kato, on a eu un aumônier militaire protestant, le pasteur Klaus,
qui était un homme très, très cultivé, malheureusement, je n'ai pas le temps d'en parler, mais qui était photographe. Il a pris des photos, dont celle-ci. Alors, comme il s'appelait Joseph, ben, il était monté sur la terrasse du lycée, et puis il a photographié l'église Saint-Joseph, que vous voyez au centre à droite, qui était à l'époque toute neuve. Et il s'est dit, c'est une ville où il y a une église dédiée à Saint-Joseph, donc moi je m'appelle Joseph, c'est donc que je suis béni des dieux, je suis arrivé au bon endroit. The good man at the... Non, the white man at the right place, comme on dit en anglais. La bonne personne au bon endroit. Excusez mon anglais, je suis germaniste. Et donc, ce pasteur avait, comme il avait des loisirs, il avait traduit l'histoire locale du Cateau, qui avait été écrite avant lui, mais il avait rajouté des petits épisodes. Par exemple, on était dans les années 1900, là c'était en 1917, on était 30-40 ans après la guerre de 1870, et en 1870, les Prussiens sont venus avec des gros sabots pour mettre le bazar dans nos campagnes. Ben, lui, il disait, on raconte dans le Cambrésis que les Prussiens sont venus. Non, non, c'est pas ça du tout. Ils sont venus ramener la civilisation germanique dans une ville fondée par l'empereur d'Allemagne et qui, pendant des siècles, avait été propriété du Saint-Empire romain germanique. Donc les Allemands ne faisaient, avec leurs gros sabots, d'accord, mais ils ne faisaient que revenir implanter une civilisation très respectable dans une terre qui avait été livrée à la Chanly, comme dirait l'autre, de la séparation de l'Église et de l'État et de la République franc-maçonne, etc., qui n'avait que des défauts. Et puis là, puisqu'on est dans une bibliothèque, l'année dernière j'avais parlé, vous reconnaissez tous l'église Saint-Sulpice à Paris. Bon, malheureusement maintenant le Da Vinci Code est un livre à succès bien oublié, mais moi je me passionne, d'ailleurs un jour je ferai peut-être une conférence sur les histoires parallèles de l'église, l'abbatiale Saint-Martin du Cateau, et de l'église Saint-Sulpice à Paris, qui ont beaucoup de points communs. Y compris en ce qui concerne le côté un peu fantastique, occulte, etc. Et l'église Saint-Sulpice, vous voyez, elle a une façade qui n'est pas construite par un architecte, mais par un décorateur de théâtre, dénommé Servandoni, spécialiste, comme on disait à l'époque, de la perspective biaisée. Donc c'est un trompe-l'œil. Et donc elle a un tas d'anecdotes plus ou moins fantastiques. Et il y a un auteur de science-fiction qui avait mis dans la galerie à l'étage, qui avait logé une société secrète qui abritait une bibliothèque. Donc vous voyez, une bibliothèque secrète dans une église, bon, voilà, qui nous ramène malheureusement à midi aujourd'hui. Et donc j'en ai à peu près terminé puisque l'horloge s'impose à nous. Si vous avez des questions rapidement, parce qu'il est midi, voilà, je vous invite à poser quelques questions. Sinon, on aura le verre de l'amitié comme d'habitude et puis on vous libérera. Donc si vous avez des questions ou des remarques, on remarquerait que j'ai tenu l'horaire. Hein. Non ? Oui. Madame Bricout. Ça, c'est oui, là, c'est l'église Saint-Sulpice, puisque parmi les points communs, vous savez que les églises sont des endroits très vastes et très mal cartographiés. C'est le cas de l'église du Cateau, et on leur prête des locaux inviolés, des combles cachés. Alors, à l'église du Cateau, vous avez des combles qui pourraient servir de logement de fonction, mais qui sont plus ou moins inaccessibles. Enfin, quand je dis plus ou moins, c'est surtout moins que plus. Mais à l'église donc Saint-Sulpice, vous voyez, j'ai mis une flèche rouge ici. Vous voyez des fenêtres, on le voit mal, avec des volets même à l'étage. Donc c'est une sorte de logement de fonction dont paraît-il personne n'a la clé, on ne sait pas très bien comment on y va. Donc vous voyez les légendes des lieux, vous voyez la sorcellerie, la magie s'installe un peu partout. Concernant l'église du Cateau, il y a une tradition catéchisienne qui évoquait un trésor caché sous l'église, qui serait le trésor de l'abbaye de Saint-André. Et on a dit qu'il y avait eu des recherches de la part des Allemands. Je ne sais plus par contre si c'est pendant la Première Guerre ou la Seconde Guerre mondiale. Oui, ils ont percé les murs, oui. Dans le sous-sol, dans la crypte, et beaucoup plus récemment, dans les années 1980, M. Labouré, encore une fois, est en mer. On a profité de travaux dans la chapelle absidale de la Sainte-Marcelante pour aller voir un petit peu en dessous s'il y avait pas un trésor caché. Bah oui, bah.
Je ne pense pas qu'on en ait trouvé, ou alors si on l'a trouvé. Comme quoi, vous voyez, Ça reste contemporain. oui. De toute façon, les lieux de culte en général sont propices à abriter toutes sortes de légendes, superstitions, folklore, personnages fantastiques, etc. Oui. Moi, j'en viens à me dire, parce que vous m'avez déjà beaucoup parlé de ces traditions de sorcières, de sorciers et tout ça, je me souviens lors de nombreuses conversations. Et cette histoire de kappa, là, parce que je ne sais pas comment ça s'écrit, d'ailleurs, si c'est avec un K ou avec un C, c'est un quoi? Le kappa, le fameux bébé de Nobili. Oui, donc c'est Vous dites que c'était du Japon, ça venait. Kappa, au Japon, Kappa, K-A, 2-P-A. Mais enfin, ça porte un tas de noms dans différentes régions. D'ailleurs, chez nous, il n'a pas de nom, c'est un bébé un peu maudit, quoi. Voilà, donc je vous invite à prendre le verre de l'amitié et puis à continuer. À...